Le cinéma est mort. Tony, Ouais. t'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, je passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Ah, tu m'en dingue. Tu m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Trollston. Ah, ton cul. C'est mon génie. Ça te plaît, toi, cette ambiance de merde? Bonjour et bienvenue, vous écoutez la première partie de la saga consacrée à l'année 2017 par Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le Docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Antonin, on va faire un remake de celle de l'année précédente, je pense. Antonin qui a décidé d'inviter une palanquée de gens super intéressants autour de cette table. Nous sommes trop nombreux, beaucoup trop nombreux aujourd'hui, puisqu'Antonin a invité notamment l'équipe de nos concurrents, enfin en tout cas ils aimeraient bien être nos concurrents, l'émission En attendant Godard de Syllab, composée donc du grand timonier Erwan. Bonjour Erwan. Bonjour Étienne. Du moyen timonier Thomas. Bonjour Thomas. Shalom les kids. Bien sûr. De la gonzesse Carla. Bonjour Carla. Bonjour tout le monde. Et puis de Thibaut. Bonjour Thibaut. Salam alaikum. Merci à vous d'être présents. Il y a aussi des invités bonus. Je fais vite les présentations parce qu'on a beaucoup de choses à raconter. Vous m'excuserez bien évidemment. Les bonus plutôt du côté En attendant Godard, puisqu'il a réalisé l'affiche de leur émission anniversaire qui aura lieu au mois de mars 2018. Melvin. Bonjour Melvin. Bonsoir. Merci Melvin. Et puis du côté plus cinéma est mort, puisqu'il a participé à de nombreuses émissions cette année, Jules Topoc. Bonjour Jules Topoc. Bonjour. Qu'on entendra peut-être plus dans des émissions d'autres émissions, c'est-à-dire les deuxième ou troisième ou quatrième que nous allons faire pendant l'enregistrement qui a lieu ce soir. Mais bien sûr ce n'est pas du tout le sujet. Aujourd'hui du coup pour cette première partie nous parlerons de cinéma français, grâce notamment à l'équipe d'En attendant Godard qui a vu beaucoup de films français, et nous démarrerons d'ailleurs cette émission, donc l'idée bien entendu de ces 3 ou 4 émissions consacrées à une émission est de comprendre où en est le cinéma aujourd'hui de façon tout à fait sérieuse et objective. Voilà, où en est le cinéma en 2017. On va développer beaucoup de concepts, merci à vous, et on démarrera donc comme je le disais avec Thomas juste après un premier extrait qui nous parlera de cinéma populaire. Et tu nous expliqueras ce qu'est le cinéma populaire en 2017. Absolument. Tout populaire français, bien évidemment. Hein, Le seul. c'est les films que les Français sont allés voir en salle, des films de chez eux, des films faits pour eux, par eux. Bien de chez nous. Et bien de chez nous. On va démarrer. La France. Ah, c'est Donc, un bon film, ça a vu la France. Voilà, ça sera très bien comme thématique. Donc on va démarrer tout de suite justement par un film extrêmement français, hein, un extrait de film extrêmement français. Ils sont partout de Yvan Attal. Oui. À part toi, quelqu'un l'a vu sinon? Bande d'antisémites. Non mais donc il a bien fait 2 films cette année, Yvan Attal. Oui. Ouais. En tant que réel, un seul. Mais après, il a joué dans d'autres trucs. Non mais je suis ravi. Donc on a Le- des gens le brio, engagés. c'est bien de lui.
Ah oui, c'est vrai. Ouais, donc il a fait 2 films Ah oui, cette oui, année. oui. Ouais. Ah, j'ai pas encore vu, tiens. Et nous n'en avons pas parlé. Je suis ravi qu'on ait autour de cette table des gens qui ont vu des films que nous n'avons pas vus, des gens courageux, des gens qui s'investissent, et c'est un gros plaisir. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que nous, évidemment, à écouter cette émission. On écoute donc cet extrait de Ils sont partout pour donner un peu le ton de cette émission. Parce que toi, tu comptes écouter cette émission? Non, mais c'est-à-dire que malgré moi, c'est-à-dire que je suis présent. Ouais, d'accord. Tu m'as peut-être pas remarqué derrière les machines. pas Je très suis envie là. d'être là. Donc, Il y a un homme derrière la machine. donc je vais entendre ce que raconte notamment Thomas. Et je suis ravi c'est un peu comme quand tu vas bouffer quelque chose, tu démarres par le truc le plus dégueulasse et C'est vrai. tu gardes le dessert pour la fin. Ouais. Donc nous on parlera plutôt dans Ouais. les bonus. On aurait mieux fait de pas prendre la formule complète. Ouais. Je vous offre quelque chose à boire. Écoutez, Ça me fait plaisir, hein. Allez. Bon, bah, ok. D'accord. Vous voulez prendre quoi? Un Coca Light, s'il vous plaît. Ah. Alors, donc, un Coca Light et puis ben, moi, un whisky. Avec plaisir. Vous buvez pas d'alcool? Eh non, désolé. Vous êtes musulman? Non. Bon, vous êtes pas catho? Non plus. Bouddhiste? Ah bah non, je suis con. Vous portez des chaussures. Et je déconne. Et alors, en fait, t'es quoi, toi? Je suis juif. Enfin, ça n'a rien à voir avec le fait que je boive pas d'alcool, mais je suis juif. Ah, israélien. Non, juif. Ouais. Ouais, hébreu, quoi. Non, non, pas du tout, je suis juif. Ouais, enfin, ce qu'on appelle un israélite, quoi. Non, juif. Enfin, vous êtes un feu, je crois. Non, enfin oui, juif. Merci. Je suis juif, quoi. Voilà, vous êtes juif, d'accord, voilà. Exactement. Bah, faut le dire, hein, faut pas avoir honte. Hein. Il en faut. Hein. Bon, bah, à la vôtre. Voilà, c'est donc un extrait. Merci Thomas d'avoir ramené d'ailleurs cet extrait de Ils sont partout de Yvan Attal. Vous pouvez d'ailleurs écouter l'émission que On entend dans Godard a consacrée au film, une émission de 3 heures, disponible sur le site de Syllab. Écoute, j'ai acheté un livre spécialement pour travailler cette émission il y a pas 3 semaines. J'ai trouvé Place Hoche, le protocole des sages de Sion. Oui, oui. Un Mais je l'ai lu ouvrage, aussi, c'est assez complet et un peu daté effectivement, mais néanmoins qui contient des informations pas. C'est intéressant quoi. Je le précise, Thomas, parce qu'il y a une question d'argent, tu l'as payé 8 €. 8 €. À la base, il en coûtait 10, mais j'ai réussi à le négocier à 8. Mais ça, c'est très bien de travailler pour la science comme ça. Bravo. Mais n'empêche que le bouquin date de 1920, c'est la deuxième édition, ça coûtait 7 francs 50. C'est quand même cher à l'époque, hein. Déjà, les mecs faisaient du pognon là-dessus. Je suis désolé de devoir déjà Y a faire pas de- le père la Ailleurs. mais il est question donc de cinéma populaire français pour démarrer Exactement. cette émission et j'aimerais que tu nous dises où en est le cinéma populaire français aujourd'hui. Ah bah c'est compliqué parce que c'est quand même c'est une grosse affaire. Hein. C'est le. Tu as 3 heures. Hein, prends Oui, ton il y a temps, pas hein. de problème. Ah, bon, c'est vrai que ce sont les films en France qui se font le plus, notamment les comédies, parce que on va dire qu'il y a 2 genres. Il y aurait les films historiques à grand spectacle, genre le film de Dupontel. Au revoir là-haut, ou bien la grosse gloumoute de Luc Besson, c'est son Valérian là. Qui a Donc été- tu considères que Valérian est un film français? Ah oui, c'est un film français, bien sûr, oui, fait par des Français, en France, avec des fonds français, tout ça. La langue, finalement, importe peu, ce qui compte, c'est l'esprit. D'accord. Donc là, effectivement, elle a effectivement l'esprit. Ah, c'est là où on veut en venir. Hein, Oui, bah, là, pour le coup, effectivement, c'est bien français, mais donc c'est ça que j'ai quand même plus bossé sur le côté de la comédie, parce que c'est le genre qu'on produit le plus en France. Juste après vient les polars, mais ça, Et le genre le plus vu, alors je vais te couper beaucoup Oui, la y a parole, pas de problème, mais c'est non. le genre le plus vu quand même, il y a vraiment un nombre de spectateurs très important. il y a Et c'est vrai beaucoup de gens qui aiment ça. Hein, parce autour qu'on de aime bien cette rigoler. table, et par exemple, et même parmi la critique française en général, personne ne va voir ces films, donc c'est intéressant comme de savoir qu'est-ce qui fait rire en France aujourd'hui. Ah bah alors il y a quand même plusieurs thématiques qui font rire en France. On peut noter un net retour de l'homophobie. Basiquement, il y a ça beaucoup dans Gangsterdam notamment de Romain Lévy avec Kev Adams, qui moi personnellement était ma découverte de l'être Kev Adams au cinéma, ce qui je pense est pas la meilleure introduction pour découvrir son cinéma, découvrir quel artiste est Kev Adams, mais néanmoins c'était assez intéressant, même si effectivement on est fort relent de homophobie, on est aussi pro-viol, tout ça, un peu raciste, bon en même temps c'est un peu Après c'est de l'humour, enfin oui, est-ce effectivement. que En plus, le film fonctionne assez bien parce que les vannes homophobes sont drôles, les vannes sur le viol sont pas trop mal, les vannes racistes fonctionnent correctement, tu vois. c'est ce qu'on demande à un film Effectivement, qui je veux dire, veut faire rire. les nous fait ressorts, rire. les ressorts les plus connus de la comédie, c'est le racisme.
avec le caca, donc en même temps, il y a deux trucs qui marchent tout le temps, quoi. Parce Si que les Américains ont le droit de le faire, pourquoi pas nous? Effectivement, voilà. Quand Will Ferrell se roule dans du caca, c'est drôle. Alors pourquoi quand Michael Youn le fait en France, ça peut aussi être drôle. Ça peut aussi, ça En n'est pas l'occurrence forcément. non, mais On va pas, ça pourrait, quoi, dire forcer que le trait, mais- il y a des idées, quoi. Donc Homophobie aussi, un film qui est sorti récemment qui s'appelait Épouse-moi mon pote, qui était fait par l'équipe des Babysitting 1 et 2 et de Alibi.com, qui est sorti en début d'année celui-là. Donc Oui, c'était voilà. cette année aussi, oui. Ouais, ça a l'air assez coton, effectivement. Oui, C'est tu n'as pas mal. vu toutes des comédies françaises. Non, qui sont malheureusement, sorties. j'ai pas eu le temps de tout voir. Alibi.com est 7ème au box-office national. Parce Ah que ouais, mais j'ai fait le top 10 du box-office. Combien donc, d'entrées Eh ben, Alibi.com, c'est 3 581 000 entrées. Mm. Et Là, tout le monde est triste autour de la table. Oh, bon, faut voir, hein, c'est faut jouer sur pièce. Non, mais de toute façon, la comédie française, c'est un genre qui est assez segmentant, on va dire, et qui est vraiment bien compartimenté en différents genres selon les couches de la société à laquelle le film s'adresse, quoi. Donc il y a par exemple la catégorie des films, les jeunes, bah c'est de la merde. On mettra en avant plein de jeunes qui font les cons, genre les nouvelles aventures de Cendrillon, qui venait après les nouvelles aventures de T'as été voir ça aussi. de Aladdin. Non, pas en salle, mais pas déconner, hein. C'est avec Marie-Lou Berry, hein, donc qui joue la Cendrillon, c'est pas génial. Il y a La Colle aussi, qui est un mix entre Un jour sans fin et Breakfast Club. De John Hughes. Voilà, c'est ça, où les mecs sont du coup en colle indéfiniment. Ce qui colle un peu avec un autre film de jeune qui s'appelle Rattrapage, donc un film sur le bac qui a été sorti à la fin du mois de juin. Il y avait Tu les pas as mal, vus, hein. tous ces films? Rattrapage, j'ai vu hier. Mais est-ce qu'il n'y a Ouais. pas du coup une tendance C'est du bien. cinéma français, de la comédie populaire, à aller chercher, comme le cinéma américain peut le faire lui-même, de ressortir notamment des succès des années 80, et le cinéma français, lui aussi, essaye du coup d'aller piocher dans le cinéma américain des années 80, ce Ouais. cinéma qui a fait, sans doute avec qui les scénaristes et les réalisateurs de ces films ont grandi d'ailleurs, et Ouais, ça se fait beaucoup, mais c'est déjà ce qu'avait fait Michael Youn avec son film Fatal, qui repompait éhontément et parfois assez brillamment beaucoup de comédies américaines, mais plus des années 2000, notamment les films de Will Ferrell, de Ben Ouais. Stiller, des trucs comme et ça. Antonin disait que c'était pas si mauvais que ça. Il y a des scènes très drôles Non, là-dedans. c'est vraiment pas mal Fatal. Hein. Que c'était dans le haut du panier des comédies françaises. Largement, ce qui veut dire un peu le niveau du truc, mais Oui, non, mais on Michael Youn, parlera peut-être de Problemos aussi voilà, tout à l'heure, mais en tant que qui réal, par pose exemple, problème. Michael Youn, quoi. on peut se penser ce qu'on veut de lui en tant que comédien, mais il a essayé des trucs en tant que metteur en scène, parce qu'il fait 2 films pour l'instant, donc Fatal et puis Vive la France avec José Garcia, donc c'est un peu un tour de France des régions, quoi, où deux terroristes du Taboulistan venaient en France pour aller tuer des gens, pour que leur état soit reconnu comme inventeur du taboulé. Ce qui est un concept en soi, mais c'est pas mal. Et c'est un très bon point de départ pour une Ah bah, c'est un comédie. très bon pitch, Enfin, effectivement, on est parti avec pire que ça pour faire un Il y a film des très vannes drôle. drôles dedans, les mecs ils apprennent à dire Allahu Akbar et ils disent Michel Houellebecq, tu vois, par exemple. Il y a du level dans le jeu de ça me mots, dans donne la envie recherche de sémantique. voir ce film, C'est pas mal. C'est vraiment une histoire de soumission. Ah ouais, c'est pas mal. Il y a Vincent Moscato qui joue dedans aussi, qui est toujours dans les bons coups. Tout ça, bref, c'est des mecs sympas, quoi. Non, après, donc, outre les films de jeunes où on montre bien que c'est vraiment des sales petits cons, comme par exemple Le Manoir, qui est les films faits par plein de youtubeurs célèbres qui étaient totalement ratés après le film de Maurice Barthélémy, pas très normal. Activité il y a 2 ans, qui était déjà un bon ratage, hein, même si du coup ça empêche pas les râles français qui font des ratages de continuer à faire des grosses comédies S'ils de font merde. 3 millions d'entrées en même temps, ils peuvent Ah bah oui, continuer. oui. Non, en plus ça a été un gros bide, hein, pas très normal qui était Le Manoir aussi, parce qu'en même temps, vu que c'est des mecs de YouTube, pourquoi est-ce que tu paierais 10 balles pour aller voir des mecs que tu vois tous les jours sur le net, mais gratos? Bah, s'ils faisaient un truc bien, peut-être que ça pourrait marcher. Hein. Je veux dire, on a déjà vu. Hein. Enfin, il y a même d'ailleurs l'histoire de la comédie sur ces 40 dernières années, c'est quand même que des mecs qui viennent de la télé. Et donc, tu peux te dire que les gens qui voient ces comiques à la télé, genre Eddie Murphy, pour prendre un exemple américain, pourquoi ils iraient payer pour voir le film de parce Beverly que Hills? quand c'est des Français de la télé souvent qui sont passés au cinéma, ça a pas été des gros succès. Genre le film avec Parce Nagui. que ils sont feignants aussi. Ouais. Nagui a fait un film à la fin des années 90 où il fait du kung-fu contre un gros black. Ah putain. Ça a pas marché fort, tu vois. Moi, Donc, j'étais venu pour apprendre des choses et là, j'ai appris quelque chose. Ouais. Après, le film est assez rigolo parce que Nagui en fait vraiment des caisses Oui, et des mais caisses. l'inverse est possible aussi. Moi, je pense à la Cité de la Peur, par exemple.
qui reste aujourd'hui, je pense, une des meilleures comédies françaises des 30 dernières années. Et alors qu'on a vraiment affaire justement à des gens, tout est extirpé de la télévision et de la culture populaire. Des années 90, il y avait les Inconnus et puis les Nuls qui ont fait 2 gros films à succès. Après, ça c'est. Mais bien sûr, mais c'est quand même possible. Et je pense, il y avait du cinéma dans C'était de la peur. Enfin, c'était amusant comme pastiche, comme mais parodie. Même dans les il y avait des trucs pas mal. Voilà. Oui, Erwan, tu voulais. Oui, juste peut-être le pont quand même avec le cinéma d'auteur, c'est peut-être les Eric et Ramsey. Oui, je pense que on va parler de Problemos à un moment. Mais je parle d'abord des mauvais films. C'est ça. Il parlait des tendances quand même. C'est vrai qu'on va rester quand même sur le catalogue. Il y a plusieurs trucs. Il y a les films toujours avec les trentenaires, donc les Going to Brazil, tout ça, où c'est 5 connasses qui vont au Brésil et qui se perdent dans la jungle parce que c'est dangereux. Donc du coup, elles vivent des aventures. Il y a Faut pas lui dire avec la chanteuse de la star Jennifer. T'as fait une comédie romantique que tu as vu encore une fois. J'ai pas encore vu celui-là parce que non, s'il te plaît, ne parle que des films que tu as vu. On dit Jennifer. Jennifer, pardon, excuse-moi. Oui, parce qu'elle est corse. Merci Jules Topoc. Ah oui, c'est vrai. Donc après les 30 bien évidemment vient la question du couple, qui est un truc très récurrent et c'est une tradition française. C'est une tradition, c'est un peu. C'est le théâtre de boulevard qui peut-être. C'est le Hawks à la française, quoi. C'est le screwball, mais la version de chez nous, donc il y a notamment le dernier film de Farrugia, Sous le même toit, avec Louise Bourgoin et Gilles Lelouch. C'est pas bien, c'est nul. Mais Dominique Farrugia, je croyais qu'il était alité. Il est alité, mais ça l'empêche pas. Il est alité de la caméra aussi. Il a un lit en roulette, c'est pas le problème. Non, mais il y a des pratiques pour les John Huston a fait un film en fauteuil roulant. Ouais, exactement, oui, voilà, c'est pas un problème. Mais est-ce que John Huston continue à picoler ou pas? Oui. John Huston, il a jamais arrêté. Il a jamais vraiment arrêté. Donc c'est pour ça que c'est pas mal. Et Sous le même toit, c'est un peu dans la filiation des deux, les papas ou mamans. Avec Antoine Decaune et comment il s'appelle? Non, c'est avec Marina Foïs et Laurent Lafitte, ça. Mais ça, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal, ouais. Le premier, surtout, c'est un peu répétitif, mais c'est un peu dans cette ligne-là. Il y a aussi L'un dans l'autre avec Louise Bourgoin, encore là, et Stéphane de Groot, donc, c'est 2 mecs qui baisent ensemble et qui changent de corps, du coup. Donc, ça fait c'est beaucoup de gags à base de gens qui se touchent. Ils changent de corps. Voilà. C'est-à-dire que De Groot va dans le corps de Bourgoin et Bourgoin dans le corps de Groot. Donc qui avait fait un film sur le même principe déjà. Il y avait eu un film dans les années 70 qui était exactement sur le même principe. J'ai oublié le nom du cinéaste, mais un mec, bon bref, ça va pas me revenir. Ouais, un français, ouais, tout à fait, ouais. Donc là, ça. Non, c'est autre chose, mais voilà, ça me reviendra pas. Donc il y en a plein d'autres, il y a genre Jour J avec un film de mariage avec Nicolas Duvauchel, il y a Mes Trésors avec Jean Reno qui a été un beat total. Parce que Jean Reno ne fait plus trop recettes, même quand il fait Les Visiteurs, ça marche pas aussi bien que prévu. Alors que pourtant c'est un film qu'il faudrait évidemment revoir et retravailler. Le troisième. On fera une émission spéciale Jean-Marie. Pas de problème. Alors là, quand vous voulez, les petits gars. C'est pas le moment. C'est pas le lieu. Après évidemment viennent les films sur les problèmes de génération, les vieux contre les jeunes. Donc il y a Père-Fils Thérapie. Il y a Daddy Cool avec Vincent Elbaz, où il reprend un petit peu un rôle qu'il avait fait dans un film qui s'appelait Teen Spirit, qui était basé sur un bouquin de Virginie Despentes. C'est pas bien. Il y a Patrick Hudlin qui apparaît dedans, donc il y a quand même une qualité de truc. C'est assez marrant, quoi. Qui était le coach sur le film de Vincent Elbaz. C'est bien. Il y a C'est beau la vie quand on y pense, le film de Gérard Jugnot. Il y a plein de noms que j'avais pas entendus depuis des années. Je suis ravi que Gérard Jugnot, donc qui a tourné un film en Bretagne, donc ce qui fait qu'on a des blagues sur les crêpes et sur les filles qui s'appellent le Swazig, parce que c'est rigolo, quoi. Mais grosso modo, le cinéma français populaire de la comédie continue du coup de son petit bonhomme de chemin. Non, mais surtout de s'attabler aux caricatures et puis aux clichés. On n'est pas encore sorti de ça, parce que même Problemos repose sur des conflits, la caricature, sur des conflits, mais la comédie repose là-dessus. La comédie repose là-dessus, d'accord, mais il y a des choses comme par exemple les Bretons, ça va être comme les gens du Nord, n'importe quoi. Ça a déjà été fait quand même, donc il y a pas non plus. Est-ce que t'as vu quelque chose d'un peu neuf? Alors, de neuf, c'est compliqué. Pas forcément de bien, mais de neuf. Mais c'est compliqué parce que tu vois, on voit en même temps un recul des acteurs de 50 ans, stars, Dubosc et Garcia, qui ont fait qu'un film chacun cette année, donc c'est quand même un recul par rapport. Mais Dubosc sort son premier film en
en tant que réal l'année prochaine. Clovis Cornillac aussi. Ah, mortel. C'est son deuxième Cornillac. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Il en a fait un il y a 2 ans avec Dumény Bernier. Là, c'est la Belle et Sébastien 3 qui réalise. Voilà, donc un net recul, étonnamment, donc pour laisser la place aux jeunes. Donc Kev Adams, qui a fait 3 films, dont un caméo dans le film de Guillaume Canet, Rock'n'Roll. Il fait aussi la voix dans un film d'animation, Drôle de bête. C'est ça. Autrement, il a fait Loue-moi, un film avec des filles qui louent des mecs, parce que c'est rigolo, tout ça. C'est fantaisiste. Évidemment, un truc qu'on aime toujours en France, c'est les vieux, parce qu'on a beaucoup de vieux, et les vieux vont au cinéma à l'Arvor, notamment. Je pense que Antonin pourra en témoigner. Donc, les vieux sont gênants en même temps. Ils ont aussi besoin de rire. Ah oui, bien sûr. Les vieux aiment rire. Donc, il y a 2 genres dans les vieux. Il y a les films avec des vieux et les films faits par des vieux. Dans les films faits par des vieux, on a le film de Jean-François Davy, Vive la crise, avec Bigard et Dreyfus. C'est pas si horrible que ça en fait, parce que j'ai beaucoup. Ça avait l'air moins pire qu'un film avec Kev Adams. Oui, j'ai beaucoup de sympathie pour Jean-François Davy, en plus qui est un ancien réal du porno, qui a commencé la comédie à la fin des années 80 avec un chef-d'œuvre qui s'appelle ça va faire mal, avec Henri Guibet et Bernard Ménez. C'est monstrueux, c'est génial. S'il y a Bernard Ménez, ça peut pas être. Ah, c'est mortel, qui joue un réal de film d'auteur qui s'appelle François Léo. En hommage à. C'est magnifique. Ah, c'est formidable. Ça, c'est un vrai film de cinéphile, quoi. Et tu sens que le mec, il a fait des boulards, mais genre pendant 20 ans, parce que comment est-ce qu'il montre le monde du porno, c'est génialissime. C'est super drôle. Donc il a fait ça, Vive la crise. Donc une comédie évidemment sur les années Hollande, qui est un truc qui revient beaucoup depuis 2-3 ans. Dire que les Hollande c'est comme des pourris, ils nous ont coûté de l'argent. Ah là là, putain, c'est ça putain de gaucho. Comme on a les films de Alexandra Leclerc, Le Grand Partage, il y a 2 ans avec Didier Bourdon. Qui là je dis pas de bêtises, mais le À bras ouverts sorti cette année. Oui, j'allais venir. Oui, tu l'avais prévu. Pardon, je te coupe la chic. Oui, non, mais t'inquiète pas, c'est prévu parce que ça c'est comme du gros morceau. Donc donc les films de vieux et faits par des vieux, et donc c'est là qu'on a nos 2 stars qui jouent les vieux bourgeois, qui se partagent, qui se tirent un peu la bourre. Il y a Bourdon d'un côté et il y a Christian Clavier de l'autre. Où en fait, c'est à peu près les mêmes films en général. Ils jouent des vieux bourgeois qui sont très contents d'eux, qui sont racistes, c'est cool, qui sont misogynes, qui sont homophobes, machin. Évidemment, il va y avoir des situations qui vont les amener à changer leur point de vue sur les choses. Donc les Roms, en l'occurrence, dans le film de Philippe de Chauvron, À bras ouverts, qu'on avait vu au cinéma avec Antonin, un de ces rares films où il n'y a pas eu une avec seule moi et once de aussi rire. Un pack de bière. Ah ouais, au moins ça. Antonin en avait parlé à l'émission. Nous on avait fait, effectivement, c'est un des rares films où t'as pas un sourire, quoi. T'as pas une barre de rire, t'as rien, c'est... Mais le public, du coup. Ce qui est rassurant, c'est que ça se plante, en fait. Ouais, ça marche pas si bien que ça. Après, il faut toujours mettre ça en perspective. C'est que quand on dit ça se plante une comédie, c'est que ça fait 900 000, 800 000, quelque chose comme ça, ce qui est largement supérieur à un gros succès d'un cinéma d'auteur. C'est le genre de film où ils savent pertinemment, même si les films sont des billes en salle, ils sont remboursés parce qu'ils sont prévendus aux chaînes de téloche à balles, comme le film de Florent Siri qui était sorti il y a 1 an. Avec Dubosc et Lanvin, qui était un remake de La cuisine au beurre qui s'appelait Pension complète. Tout le monde a été payé une surblinde sur le film. C'est sorti un 31 décembre, donc tout le monde s'en branle. Et de toute façon, les mecs ont été payés, mais rubis sur l'ongle, quoi. C'est totalement indécent. Et c'est pour ça que le système de production français peut continuer. Parce qu'ils savent que de toute façon, même si les films en salle sont à perte, ils ont quand même à balle de thunes derrière pour continuer à faire leur truc. Ils s'en battent les steaks complets, quoi. Et donc Clavier et Bourdon, donc qu'on fait À bras ouverts, Momo, qui est sorti récemment avec Clavier, où là c'est pas des Roms mais un handicapé. Parce qu'il en faut pour tous les goûts. Ça, bah oui, c'est bien. Parce qu'on parle pas assez des handicapés au cinéma. Oui. On parle souvent des Roms, des Noirs, des Arabes, des gays, mais alors les handicapés. Est-ce que le film a été sous-titré pour sourds et malentendants dans son exploitation? Ah, bah c'est vrai que ça serait pas mal, ça serait bien, ça serait pertinent. Mais dedans le mec il est pas sourd-muet, il est juste débile, quoi. Il est c'est pas les mêmes handicapés. C'est pas les handicapés, c'est plus les débiles mentaux légers, quoi, tu vois. Non, il faut d'handicapés moteurs pour qu'il y ait un truc en plus, quoi. Ah bah ça, après, des gogoles, tu peux faire, les gens vont voir les films de Kev Adams. C'est Altra, quoi, des films sur des mecs handicapés moteurs, quoi, ça existe. Après, c'est ouais, un peu plus surréaliste, c'est moins drôle directement, quoi. Moi, j'attends le nouveau Fricks, mais français en mode comédie. Et donc, Jules Topoc voulait réagir. Oui. Il a levé la main. Peut-être une intervention, parce que j'ai découvert il y a peu de temps que Antoniente va revenir aller aux écrans. Ah oui, non, tu coupes encore la chic. Par contre, oui. Donc je finis. Évidemment, on a les trucs, les tripes d'ego. Donc le film de Attal, ils sont partout sur les juifs, quoi. Vous l'aurez peut-être compris.
un film à sketch qui met en scène des juifs du quotidien et des juifs riches. Il y a notamment un segment formidable où Gilles Lelouch, encore là, parce qu'il est toujours dans les bons coups, il joue un agent du Mossad. Et donc ils ont une réunion au Mossad dans le bureau peinard et ils demandent pourquoi tout le monde hait les juifs. Et les mecs trouvent l'idée qu'en fait si les gens aiment pas les juifs, c'est à cause du Christ. Parce que tous les problèmes des juifs démarrent de là. Et donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient Gilles Lelouch en l'an 33 pour aller buter le Christ. Eh oui. Et je vous raconte pas la suite parce que tu sais que tu es en train de donner envie aux gens de voir le film. Bah, le truc c'est que ça pourrait être bien sur le papier, mais sauf que la mise en scène de Attal est quand même super plate. Elle est pas très motivante, elle est un peu tristoune quoi. Donc les gags un peu cons qui pourraient être chouettes, ça tombe à plat directement quoi. C'est un peu le problème de tout le cinéma de Yvan Attal en général quoi. Attal, il a des positions politiques aussi un peu. Ah bah il est totalement un pur sioniste. On n'est pas là pour ça, s'il vous plaît. Non, on va parler de cinéma ce soir. Pas de polémique, pas de polémique. Il y aura suffisamment de polémique, je pense, pour le reste de la soirée. Il a une femme formidable. Donc on a aussi donc le rock'n'roll de Guillaume Canet aussi qui est un bel ego trip de 2 heures. C'est très très long et surtout quand on se le tape en salle. Mais c'est la dernière occasion de voir au cinéma Johnny Hallyday. On peut faire une petite dédicace à Laure qui était sortie de Rock'n'Roll en disant je me suis senti bafoué, j'avais envie de dégueuler tellement c'était. Elle était outrée, tellement c'était immonde. Franchement c'est nul, mais on a vu largement pire dans le cinéma. C'est pas non plus une honte quoi. C'est pas. Moi je l'ai vu contre mon gré. Ah non, moi je l'ai vu tout à fait volontairement. Et c'est là que j'ai eu l'idée de cet hashtag balance. Et c'est ça qui est dégueulasse. C'est que tu vas voir les films avec beaucoup de volontarisme. C'est la beauté du geste. Un film qui a quand même bien marché, qui est sorti il y a un mois, qui est le film de Nakache et Toliano, Le sens de la fête. Un film propre, qui est bien fait, mais quand même bien de droite. C'est bien Macron dans l'esprit. La défense du petit patron face au fisc, à leur SAF. On peut plus rien faire. C'est bien de prendre les gens aux blagues, tout ça, comme c'est cool. Bon. Ah oui, oui. Finalement, il y a rien de neuf dans le cinéma français Non, c'est populaire. toujours un peu parce que va falloir qu'on passe du coup à la deuxième partie. Mais après, ce qu'on peut dire, c'est, enfin, moi, je voulais juste intervenir là-dessus, parce que moi, j'en vois moins que Thomas, évidemment, parce que lui passe tout le monde à regarder ces trucs-là. Mais c'est vrai que c'est un enjeu quand même hyper important, c'est que tu dis effectivement, c'est là où le fric est, c'est pour financer ces trucs-là. On sait qu'il y a parmi ces gens qui font des comédies, et je pense à Todelano et Nakache, qui sont probablement évidemment de droite, qui vont faire des films de droite, même Samba est un film qui de toute façon c'est les réalisateurs de Intouchable, un film très même Intouchable, c'est un film de droite. Ouais, mais même Intouchable, mais c'est des films. Après, on pourra y revenir à une autre occasion, mais c'est des films un peu de la réconciliation. On voit bien que dans quel mouvement de pensée ça se met. Mais qu'il y a un truc en plus qui se fait plus trop dans le cinéma français, parce que tout le cinéma français comique années 70, années 80, qui avait un esprit comme assez anard, assez libertaire, c'est un truc qui a totalement disparu. Et toutes les comédies qui venaient après, fin 80 ou années 90, qui mettaient en scène le racisme, on va dire, grosso merdo, où à la fin, tout le monde devenait copain, finalement, la France, c'est beau, c'est chouette. Alors que là, il y a dans tous les films depuis une dizaine d'années, c'est des replis vers des communautés. Voilà, chacun c'est ça, exactement. peut vivre tranquillement si on reste dans sa communauté, quoi. Mais chez soi, les Roms chez les Roms, les riches chez les riches, les pauvres chez les pauvres, et puis les Arabes, avec les noirs quoi, et hop et puis les mecs sont peinards quoi, donc non mais il y a un truc qui est comme ça, ouais, qui est délirant, mais après qu'importe, en même temps, et c'est vrai que la question idéologique est hyper importante dans la comédie, où tu sens qu'il y a une dérive droitière qui est hallucinante, mais si on arrive à faire abstraction de ce truc là, c'est que de voir, moi quand je tombe dessus, je suis atterré par l'analphabétisme des cinéastes. C'est qu'on se dit, c'est que on n'arrive pas à voir le moindre tempo comique, ce n'est pas drôle, il y a aucun sens de l'écriture. C'est quelque chose qu'on peut retrouver pour moi les films de Toledano ou Todelano, Nakache, c'est qu'au moins les films sont plutôt bien faits, qu'importe que quelque part que leur contenu idéologique soit un peu moisi, c'est propre. Moi c'est quelque chose, c'est une attente qu'on pouvait avoir aussi sur un mec comme Romain Lévy, qui est donc le réalisateur de Gangsterdam, qui avait fait Radio Star, parce que le mec quand il parle, tu sens qu'il nourrit de vraies ambitions de faire un cinéma du coup assez hyper majoritaire et reprenant des recettes effectivement américaines. Il a un bagage lui culturel très américain. Avec Kev Adams, c'est le film de Kev Adams qui a le moins bien marché. Et alors que lui, clairement, quand il le vendait, il y a même un bouquin d'universitaire qui est sorti sur la nouvelle comédie française, où il était interviewé à côté de mecs comme Quentin Dupieux, Eric Judor et tout ça, il le mettait dedans. Mais c'est vrai, à juste titre, c'était que quelque part, c'était quelqu'un qui voulait œuvrer
dans la comédie et y insuffler un petit peu un souffle, un savoir-faire qui n'existe quasiment pas, parce que en fait ils n'ont pas besoin d'être bons ces films-là. Les seuls films en termes de comédie qui étaient un peu ambitieux cette année, ils sont tous plantés. Donc il y a Le Redoutable de Michel Hazanavicius sur notre ami Jean-Luc. Il y a Le Problemos de Eric Judor et donc le Gangsterdam de Romain Lévy, qui étaient les seuls films où il y avait de la mise en scène et des idées. Peu importe que ce soit bonne ou pas, il y avait des idées et une envie de faire des vrais films. Et c'est les trois qui sont plantés. Thibaut voulait réagir. Ouais, par rapport à ce que tu disais, Antonin, et par rapport à Romain Lévy, on en parlait il y a quelques années avec Erwan. En plus de Romain Lévy, au-delà de sa mise en scène, il y avait aussi un vrai, on pense que ce qu'on veut de Radio Star, mais il y avait un vrai effort en termes de production design, en termes de costumes, en termes même de références. Tu sentais que le mec en fait avait digéré certaines choses. Bon, peut-être pas que tout digéré, quand même. Il avait pas tout digéré. Des fois, c'était parti un petit peu dans la cuvette des chiottes. Néanmoins, il y avait un vrai esprit de sérieux, enfin de conscience. Et d'autres films, si on compare avec d'autres films, où on en parlait avec Erwan, avec le film là, comment s'appelle le truc sur Sardou là, avec Louane là, où tu disais les décors c'est une maison Ikea, ou une maison Phoenix ou comme ce qu'on veut là, machin. La famille Bélier. La famille Bélier, voilà. Bah en fait c'est ça le problème. Le problème il est là quoi. De la production design notamment. Aussi. C'est-à-dire que comment on lit la caractérisation d'un personnage à un décor. Et qu'on s'aperçoit, moi j'ai juste vu la bande-annonce de La Famille Bélier, et je me disais, le personnage d'adolescent qui joue, qui habite cette chambre, elle habite pas cette chambre, c'est un pavillon témoin Ikea fait par des décorateurs qui ont été chez Ikea. Mais j'y crois pas une seule seconde, à l'inverse de films qui pourraient traiter de l'adolescence aux États-Unis, que ce soit dans un It Follows ou autre chose. Là, c'est autre chose, on sent que chaque élément dans la pièce est à la fois apporté par quelqu'un, mais qu'il est lié à la psyché du personnage. Le cinéma français c'est plus compliqué. Jules Topoc voulait réagir. Putain, mais peut-être juste, moi j'ai peut-être bon espoir avec ce que vous pourrez appeler peut-être une espèce de comédie du milieu. Avec le travail la prononciation est à chaque fois mauvaise, c'est Peretiaco avec la film 14 juillet. Et est-ce qu'on le mettrait dans le film d'auteur? Parce qu'on va parler de film d'auteur avec. C'est à mi-chemin, c'est entre les deux, mais de toute façon il était sorti il y a un an. Le 14 juillet, c'est affreux. Putain, c'est affreux, mais moi je pense s'il vous plaît. C'est vrai qu'on a décidé de faire plusieurs parties. Non mais donc en gros de pour la comédie dépasser française, il y a film quand même populaire et film d'auteur, ce qui est absolument aberrant à faire comme frontière. Mais là il y avait de quoi, puisqu'on parlait surtout avec Thomas, je pense, de films qui n'avaient aucune nature justement autorisante ou même aucune forme de mise en scène finalement dans tout ce que tu nous as raconté, mis à part sur la fin avec 3 exceptions. Et on va parler juste après parce qu'on va manquer de temps dans cette émission. On va parler juste après avec Erwan justement du film d'auteur français parce qu'on n'a pas de meilleurs mots à mettre dessus. Mais il y avait des films grosso modo avec des exigences cinématographiques grosso modo. Et c'est exactement ce qui manque justement à la comédie française visiblement aujourd'hui. Mais non seulement aucune exigence cinématographique, mais surtout aucun savoir-faire en plus. Alors qu'on pouvait retrouver ça dans les années 80, 70, même 90. Mais là, il y a même plus de savoir-faire. Même les films des années 80 qui étaient torchés un peu à la va-vite, on a beaucoup doublé sur un mec comme Claude Zidi et franchement, il fait un taf impeccable quand il fait des comédies, quoi. Il y avait un peu plus de savoir-faire et de conception du rythme notamment, et même du gag. C'est-à-dire les films, ils débandent pas les films qu'il fait avec les Charlots, c'est absolument prodigieux. Voilà, quoi. Ça fait peut-être rire qu'un Charlot sur 5, mais en tout cas, il y a une ambition quelque part derrière de faire rire justement. Et là, de toute façon, vu ce qui se prépare pour les prochaines années dans la comédie, Jules parlait du prochain film de Fabien Antoniente, donc un film sur les véganes et les Basques. Effectivement, on peut pas s'attendre à ce que la chose évolue beaucoup. Non, c'est pas le même. What? Alors, il y a 2 projets là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On est dans une émission parler dans le micro. Donc non, il y a eu quand même quelques trucs cette année, mais c'est vrai que globalement le niveau, notamment en termes visuels, est quand même bien dégueulasse, quoi. Alors, on va tout de suite enchaîner, je pense, avec justement la deuxième partie de cette émission, à savoir le film d'auteur français. On va essayer de faire un peu moins catalogue, c'est pas. Mais c'est juste que du coup, si on veut laisser aussi Carla parler dans l'émission, il faut qu'on aille un peu plus vite. Le cinéma d'auteur français et des films un peu plus, moins populaires du coup.
voire pas du tout populaire. Tout à fait. Et Arwan, toi du coup tu as fait. On enchaîne directement. On va enchaîner directement pour gagner du temps. Oui, bah c'est quand même une année extrêmement riche, je trouve, moi, pour le cinéma français. Vraiment, pendant toutes ces composantes. Alors, c'est le mec qui a fait 4 festivals. Ouais, c'est ça en fait. Et Erwan, tu vis en festival. C'est toujours pareil. En fait, c'est surtout ça, c'est que le cinéma français se porte extrêmement bien, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'en termes de production, en termes de proposition, de diversité, on est quand même une des cinématographies peut-être les plus stimulantes. En comparaison, de toute façon, c'est sûr. Bah oui, c'est-à-dire qu'on est dans une situation quand même presque idéale. C'est même un producteur comme Saïd Ben Saïd peut dire que justement pour lui, même la comédie populaire française, elle est bien meilleure, en bien meilleure santé que dans les années 80. Économique, en meilleure santé économique. Économique et pour lui esthétique. Ah non. Aussi. Pour lui, oui. Bah oui, lui qui a vécu ce truc-là, il se trompe sans doute. Mais il y a quand même ce rapport-là justement à un état du cinéma français. Alors après, c'est Topoc disait sur Antonin Perret-Jadko par exemple, et ce qu'on a appelé, ce que les cahiers du cinéma ont appelé le jeune cinéma français. Aujourd'hui, il s'est dans l'année 2017, on l'a un peu moins vu présent. Je pense à des films comme Jeune femme de Lénore Serrail avec Laetitia Doche, par exemple, ou ce qui va arriver bientôt sur les écrans en 2018, le Garçon sauvage de Bertrand Mandico ou le nouveau film de Yann Gonzalez. Bon, ça va encore, je pense, remettre les choses qui sur sont cette presque question des films. Enfin, c'est du cinéma d'art et essai hardcore quand même un petit peu. Ah oui, là on est exigeant, sur des. Encore le jeune femme. Jeune femme, il avait eu un prix à Cannes. Il a eu un prix à Cannes. On était dans une situation assez proche de Victoria de Gonzalez, Justine Triet. Ça reste du coup des choses. Ah là, on est sur un côté presque en plus. Il y a un dandisme aussi là-dedans. C'est-à-dire qu'on parlait justement du million, des 3 millions d'entrées pour les films populaires. Là, c'est. Et la question des festivals, elle est omniprésente là-dedans. C'est-à-dire comment voir certains films, notamment en français aussi. La richesse, moi, du cinéma français, je la vois en 2 films, surtout un, je sais qu'il y en a un que vous aimez moins, Antonin aime moins, mais moi, un des films français que cette année, en tout cas, c'est le Barbara de Mathieu Amalric, on en a beaucoup parlé dans notre émission. Enfin, je pense que c'est un film en termes d'ambition, de recherche sur l'écriture, sur la forme, sur qu'est-ce que c'est un biopic. Mathieu Amalric qui se met en scène en tant que cinéaste à l'intérieur de son film, ce qui pourrait être très lourd sur le papier, le côté métafilm, et il s'en sort, mais vraiment brillamment, je trouve. Avec, moi, je te laisse parler, mais crois-moi que j'ai envie de te couper la parole. Et d'ailleurs, je le fais. Surtout le rapport. C'était très subtil, Antonin. Et le rapport à Amalric, Balibar en plus, évidemment, toute cette histoire-là. Alors après, il y a Barbara aussi derrière, mais c'est la reprise d'un projet plus secret avec Pierre Léon qui lui a refilé le projet du coup de Barbara, etc. Enfin, moi, je trouve que ça fait partie, je dirais, de ce que certains, ou de ce que Pascal Ferrand notamment avait initié sur l'étiquette du cinéma du milieu. Moi, je vois Barbara plutôt comme un film qui pourrait avoir des velléités populaires, mais c'est pas vraiment le cas, parce que c'est un vrai film presque expérimental, vraiment qui cherche le vrai cinéma, quoi. Enfin, pour moi en tout cas. Ça existe encore les films du milieu? Non, ça n'existe plus. Est-ce que ça, à la limite, des gens comme Laurent Cantet, je pense que moi, à la limite, le cinéma du milieu qui pourrait exister, c'est le cinéma du Pontel, hein, c'est Au revoir là-haut. Oui. Pour moi, il y a un peu de ça. Hein. Oh, mais c'est cher comme film. Hein. C'est 20 millions d'euros. C'est 20 millions. C'est un peu plutôt peu cher du panier quand même. Ouais. Il y a aussi quand même le film. Il y a une disparition totale de ça, à mon avis. Enfin, le truc du milieu. Mais ça fait longtemps déjà quand même. Qui serait c'est pas cette année. Là, on parle de 2017. Oui, là, c'est pas. Mais on a déjà acté ça il y a quelques années. Non, mais c'est que là, on voit bien, même dans le chapitre de cette émission, hein, qui est de mon fait, hein, peut-être, mais c'est vrai qu'on voit bien que là, on va parler d'un côté de trucs qui sont hyper majoritaires et qu'on va considérer comme nul à chier, et là, d'un coup, t'as pas encore fini la litanie de noms qui vont être absolument inconnus de la plupart des gens. C'est clair et net. On est dans une sorte de segmentation qui est énormissime. Quand même, pour Barbara de Mathieu Amalric ou Un beau soleil intérieur de Claire Denis sont des films, par exemple, La Reine, qui sont sortis au Gaumont. Ouais. Ce qui veut aussi dire que les films en première semaine sont sur 4 séances par jour. Donc il y a quand même une visibilité. Après, les films se plantent ou pas. Mais c'est parce qu'il y a des stars. Il a marché, hein, Barbara. Il y a Binoche. Ah, bah oui, voilà, ouais. Et Un beau soleil intérieur, voilà, moi c'est un film que j'aime beaucoup. Il pouvait y avoir la crainte du scénario de Christine Angot, et en même temps c'est une manière pour Claire Denis, qui est quand même une immense cinéaste aussi, de faire un clin d'œil aussi à Aung San Suu. Un film très très... Enfin, en tout cas, je trouve que Binoche là a une partition extraordinaire. Enfin, c'est vraiment ça que moi c'est le beau soleil, il est là vraiment du film. Après, c'est vrai que sur l'écriture, on pourrait en discuter. Et après, il y a justement
les zones moins connues ou malheureusement pas très très visibles du cinéma français, des choses qui sont sorties ou pas encore sorties. Je pense surtout moi à mon film français je pense de l'année, c'est Va Toto de Pierre Creton, dont j'ai beaucoup parlé dans l'émission. Film très particulier où en gros donc Pierre Creton est un très très grand cinéaste complètement inconnu en France et qui est un cinéaste ouvrier agricole qui vit en Normandie et donc qui fait des films depuis 30 ans. Et là, c'est peut-être son film le plus accessible, qui est mal sorti, un bon distributeur JHR. Et en fait, Pierre Creton, là, c'est l'histoire donc entre une femme d'un certain âge et donc sa relation avec un marcassin. Donc le film expérimente sur à la fois le split screen, la relation de l'homme à la nature, donc dans son village à Vatoto-sur-Mer. Et de l'autre côté, on filme donc des personnages dits documentaires. Et parce que c'est un cinéma assez littéraire si on veut, donc dans les textes, il fait doubler du coup les voix off en fait par des acteurs dont Stévenin. Voilà. Et c'est un film sur le lien. Françoise Lebrun, c'est un film sur les liens qui peuvent unir à la fois les gens entre eux et puis les gens avec ce qui les entoure. Et quand même le dire aussi, quelqu'un qui nous manque, un couple qui nous manque dans le cinéma français et a participé à l'écriture de Vatoto, c'est Patrick Mario Bernard et Pierre Trividic. Et Pierre Trividic est a aidé au scénario de Vatoto de Pierre Creton. Et tout ça pour dire aussi que il y a des cinéastes qui sont du coup en Normandie. Il y a Xavier Beauvois donc qui a fait Les Gardiennes cette année, et aussi un couple de cinéastes. Le film sortira a priori en mars, qui est un film de 3h40. Et je pense qu'on en reviendra tout à l'heure sur la question de la durée par rapport au blockbuster, mais 3h40, donc ça s'appelle L'Héroïque Land, La Frontière Brûle, qui est un film sur la jungle de Calais, film monstrueux. Et donc ça fait partie d'un cinéma français, mais qui peut voir ça ? C'est la question en fait. Qui peut voir ça ? Non, mais à part en festival. C'est des films qui sont pas disponibles, qu'on ne présente pas dans les cinémas, en salle, ni en DVD d'ailleurs, rarement. Après, c'est toute la question. On reparlera peut-être d'ailleurs parce que Vatoto, c'est entre documentaire et fiction. Je pense qu'à un moment dans les bonus, peut-être on reviendra sur les documentaires. On va pas avoir le temps dans cette émission-là, mais les documentaires français ont été, je trouve, assez importants cette année. On va pas avoir le temps. Sauf le concours. Non, le concours c'est très bien. Ah non, c'est une saloperie. Je pense que le concours il était juste. C'est juste que c'est la Fémis qui était à une saloperie. Oui, parce que après on passera à Carla, mais justement, juste faire une. Il y a un film aussi. Moi, je trouve que là on parlait de ça sur Thomas en parlait sur le côté. Toi aussi on parlait sur le côté Frix, et c'est pas du tout péjoratif du coup parce que ça a ce sentiment-là. Il y a eu un petit bijou vraiment dans le cinéma français cette année, un film qui s'appelle Pas comme des loups de Vincent Pouplard, et qui est un film donc tourné en région Pays de la Loire à Nantes, et c'est un travail entre documentaire et fiction, un film très court, 1h10, où Vincent Pouplard fait immerger donc dans le milieu des squats à Nantes en fait, et a notamment trouvé 2 personnages extraordinaires, des jumeaux, et donc qui vivotent dans des squats, et l'idée c'est de trouver une forme à la limite de l'expérimental et en même temps travailler le documentaire avec eux. Donc c'est 5 ans d'immersion avec eux. C'est produit par une petite structure, les films du Balibari, qui ont accompagné pendant 5 ans sur le projet. Enfin, un truc assez dingue. Et le film, moi je le trouve étonnant. Et pour ceux qui aiment la musique, en fait, c'est Vincent Pouplard est lié aux filles de Mansfield-Tia et Sexy Sushi. Donc c'est elles aussi qui ont participé à la musique du film. Et ça, c'est une vraie proposition dans le cinéma français. Et c'est sorti en salle. C'est sorti à Rennes d'ailleurs aussi. Il a été en tout cas en avant-première. Et pour donner la parole à Carla, un film qui est d'ailleurs ce soir quand on enregistre l'émission au TNB, et le cinéaste est là. Braguino. Mais voilà. Du coup, merci Erwan, merci Thomas. Je suis désolé, du coup, je pensais pas que. J'ai beaucoup parlé. Non, mais tout le monde a envie de beaucoup parler, et on a d'autres émissions qui vont suivre. On va écouter un court extrait quand même de Problemos pour introduire Carla. Ouais, merci beaucoup, mon film préféré de l'année. Ça me touche. Nos Problemos. Et juste après, tu nous parleras. Alors, Antonin a quand même fait l'effort de nous écrire un conducteur à tous pour ce soir, et j'introduis déjà avant qu'on écoute l'extrait Alors, les mutations économiques en matière de distribution et production et de réception, lieu et de la place du cinéma en 2017. Carla. Merci, alors ça, merci Antonin. C'est juste le titre. Il s'agit du titre de mon deuxième mémoire. Puisque évidemment, il y a aussi plusieurs sous-chapitres, mais on écoute donc cet extrait de Problemos avant d'entendre Carla qui aura 3 minutes 50 pour nous parler de tout ça.
ruiné 50 ans de lutte féministe en un quart d'heure. Ah, c'est bon. Faut se calmer, là, avec ta lutte féministe. Pardon ? Non, mais c'est bon, c'est pas comme si ça demandait une détermination folle de pas s'épiler la chatte. Non mais il est sérieux lui. Ah ouais, je suis sérieux. Avant, je comprenais, vous étiez payés moins, sous-représentés dans des métiers à responsabilité. Maintenant, on est tous égaux. Donc ouais, j'en ai un petit peu marre, là, des lesbiennes refoulées, tout le temps en train d'aboyer. Mais t'aimes pas la bite, C'est pas la peine d'en dégoûter les autres. Encore moins de faire porter le chapeau aux hommes. T'assumes. Ah, t'es en train de tourner complètement con, toi. Eh ouais. Et personne va rien dire, là, on va le laisser déblatérer ses conneries ? Oui, enfin, de toute façon, François, autant il est légitime que tu puisses t'exprimer, dire tout ce que tu penses quand tu le penses, autant la façon, là, est complètement inappropriée. D'accord ? La violence n'a jamais... Non mais arrête, là, toi aussi, avec ta théorie de communication non violente, là. Si tu pouvais bien te la mettre au fond de ton cul. Parce que tu vois, si je suis en colère, je m'exprimerai de façon colérique. Tu permets ça ? Bande de néoréacs de merde ! Et toi, là, t'as pas un petit quelque chose pour moi ? Un petit sourire ? Dans l'histoire des hommes, c'est chaque fois la passivité, la sagesse, la non-violence... Non, faux. La non-violence, les mecs, ils la choisissent pas, c'est pas un choix. C'est leur corps qui leur impose. Regarde-toi. Alors, sache, mon petit bonhomme, qu'avec ce corps, je fais ce que je veux. Sauf soulever des trucs lourds, couper du bois, porter des enfants, protéger ta fille. Ouais, faire tes lacets, tu peux, ouais. Merci. Alors il y avait Thomas qui a resté tous les dialogues du film pendant qu'on écoutait l'extrait. Donc tout de suite Carla. Donc on a déjà donné le titre de l'exposé que tu avais à faire et tu as, comme je le disais, 7 minutes. Tu as 7 minutes finalement pour nous expliquer les mutations de distribution en France. Bon, bah, je vais essayer de... Tout ce que tu ne pourras pas dire et que tu as envie de dire, tu pourras le dire dans une 4e émission. Ok, très bien. Qu'est-ce que je voulais dire du coup sur ce... Oui, c'est ça. Finalement, qu'est-ce que tu as envie de raconter ? Exposé. Je voulais juste peut-être dire que par rapport à l'année 2017 ou même avant, j'ai remarqué qu'il y avait une sorte de flux ou de déplacement qu'on pourrait mettre sur le signe, peut-être d'une mutation, d'une hybridation au niveau de la distribution des films. Donc à partir de là, je pense que le film n'est plus pensé comme un bloc ou comme une entité. Il y a quelque chose plus de l'ordre du déploiement qui s'opère. Donc à partir de là, je me suis dit, j'ai pensé forcément à Amazon ou à Netflix, qui sont des nouvelles plateformes de distribution pour les films ou pour les séries. Donc, y compris pour les films français et les séries françaises. Oui. Ou est-ce que pas ça tant touche que ça pour le moment, quoi. Peut-être pas tant que ça. Netflix, il n'y a pas vraiment de séries françaises. Ça va arriver, quoi. Ouais, mais... De Marseille, tout ça. C'est surtout qu'en plus, Netflix, là, en 2018, j'ai vu qu'ils allaient investir 8 milliards de dollars sur le marché des créations originales. Donc, ça promet, je pense. On va voir. Et d'ailleurs, ils sont en plein divorce avec Disney, qui lui-même propose sa propre plateforme de diffusion de films d'animation. Donc à partir de 2019, on pourra plus voir de Disney sur Netflix. Donc j'annonce. Et voilà. Et puis donc ce que je trouve intéressant avec Netflix, c'est qu'ils proposent une nouvelle politique de diffusion pour les séries. Donc peut-être quelque chose au niveau de la sérialité, à voir comment se déploie la distribution et même la production avec ces nouvelles plateformes. Donc Netflix, je sais plus c'est quoi la date de création de cette plateforme. Je sais plus, ça date d'un moment où ça date de la location de vidéos DVD. C'était l'historique de Netflix, et ils se sont créés parce qu'ils distribuaient des DVD, ils envoyaient des DVD par la poste. En fait, tu louais un truc et ils te l'envoyaient. Et puis ils ont muté au point pour la dématérialisation des supports, quoi. Mais à la base, Netflix c'est un service d'envoi de DVD par la poste. Ouais, voilà, ce qui est intéressant, je trouve, c'est ça. C'est en fait, on va peut-être plus voir ce que disait Arwan tout à l'heure par rapport aux films d'auteur, voir les films en salle, mais on va aller les chercher. Donc, est-ce que Netflix, Amazon, toutes ces plateformes-là, est-ce qu'elles cassent pas une logique de téléchargement et elles proposent pas autre chose aussi? Ouais, mais des films par exemple comme justement Braguino qui diffusait une fois, ou la télévision, est-ce qu'elle a parce que Netflix c'est une plateforme internet, est-ce que et tous les films dont parlait Arwan par exemple, on les retrouvera pas sur Netflix, ces films français par exemple. Donc ces films-là, est-ce qu'il y a une solution en termes de distribution? Est-ce qu'on peut espérer en tout cas quelque chose pour les voir? Carla va en parler, je pense, mais Braguino est un film de 50 minutes qui s'inscrit dans un projet très particulier, mais c'est aussi la question de la formation des cinéastes français, c'est-à-dire des gens qui sont dans des écoles plutôt techniques
techniciennes, type Ezra ou autres. Et à l'inverse de gens qui sortent de la Fémis, on en parlera je pense tout à l'heure. Oui, la question c'est ça, c'est qui produit les films et à qui est-ce qu'il veut les montrer et comment. Oui, donc, et surtout l'arrivée quand même de cinéastes comme Clément Cogitor ou même un Sébastien Bette-Bédé, alors que c'est un cinéma assez narratif, mais qui sortent aussi du frénois. Et donc c'est aussi dans le cinéma français le champ de l'art contemporain aussi qui arrive au sein d'un cinéma. Mais ça, on a bien vu en plus qui n'a pas de lieu pour être diffusé. En fait, il y a des lieux, mais qui sont hyper minoritaires. En fait, là, on a vu arriver. Je pense qu'un des cinéastes français les plus intéressants qui est apparu ces dernières années, c'est Jean-Charles Hue, donc qui a fait les films avec tous les manouches. Où là, d'un coup, il y a eu Mange tes morts et puis tu comment ça s'appelle? La BM du tu Seigneur. tueras point, mais la Belle du Seigneur, la BM du Seigneur. Et là où vraiment où t'as eu une apparition, quoi, vraiment où d'un coup on s'est dit mais c'est incroyable. À la fois t'as ce côté qui vient, qui est assez propre au cinéma français, ce côté très le réel un peu brut et en même temps une sorte de volonté de tirer ça vers le mythe, la fiction, quelque chose de très romanesque, qui était très qui est très propre, chez Jean-Charles Hue, il y a vraiment ça, que c'est très prégnant, et Cogitor, il y a vraiment ça également, quoi, et c'est des deux bonhommes qui viennent de l'art contemporain. Bah voilà, tout à fait, c'est des plasticiens à la base peut-être pas, mais enfin c'est des gens qui ont une pratique à côté de la vidéo, donc à voir comment est-ce qu'ils s'approprient le cinéma et qu'est-ce qu'ils en font. Donc là se pose la question de la production. Est-ce que ces tournages-là proposent pas des économies différentes? Donc à voir du coup où on peut retrouver ces films. Et là se pose la question de comment intervient l'art contemporain. L'art contemporain est montré dans les musées ou dans les centres d'art. Bon, est-ce que ces films-là, d'auteurs ou de plasticiens, cinéastes, peuvent être montrés dans des lieux qui ne sont pas dédiés à la base au cinéma. Et est-ce qu'il y a un public aussi, du coup, il y a le film de Caté Forzani aussi. Mais donc ça pose la question forcément du public. Mais c'est très étonnant ce truc-là, parce que je pense que moi j'ai jamais eu une sorte de sensation de souffle romanesque autant dans le cinéma français que pour les films de Jean-Charles Hue. J'ai pas eu un rapport devant un film de genre français où je me suis dit putain là ça fonctionne à fond, que dans le précédent film de Cogitor qui s'appelait Ni le ciel ni la terre, qui était un film de guerre en Afghanistan, où là tu disais mais c'est incroyable. Là d'un fou t'avais vraiment un truc très français, très documenté, le truc chronique réaliste dans un milieu donné, et puis à la fois ça tirait vers le genre, un côté un peu fantasmatique où ça fonctionnait à plein. Et en même temps, tu dis ça vient de ces types-là qui sortent complètement du sérail du cinéma populaire de n'importe quel circuit, quoi, où il peut y avoir un espoir, parce que pour le coup, Braguino, c'est ça, hein, Braguino, c'est là tu te dis effectivement une plateforme comme Netflix ou Amazon ou je sais pas quoi n'a rien à faire avec ce truc-là. Là pour le coup, c'est un truc. C'est pour ça, tu vois, que Braguino il connaît une existence parallèle à côté en tant qu'installation. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que ce déploiement-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, s'opère en fait. C'est qu'il y a le format film qui du coup là il se trouve qu'il va être diffusé qu'une fois à Rennes, mais il est diffusé dans les cinémas, mais il existe aussi autrement. Et donc c'est intéressant parce qu'on se dit un film, une fois qu'on le voit, on se dit on dit souvent ça serait bien de faire une série, on attend pourquoi est-ce qu'il a pas fait une série. Sachant que là la sérialité, le projet de Braguino est un projet beaucoup plus vaste et transmédiatique. Il y a une expo au Bal à Paris, il y a aussi autre chose, c'est un projet plus vaste que ce seul film de 50 minutes. Oui, moi c'est ça que j'entendais par déplacement, flux, c'est quelque chose qui est en mouvement et... Mais il y a la production, c'est-à-dire qu'il y a quand même Jean-Charles Hue, tu en parlais Antonin, c'est qu'il y a Capricci derrière, donc ça veut dire que c'est aussi une manière de produire, on va dire hérité des années 80, des années 70, ce côté où des gens se mettaient en danger comme Paulo Branco, c'est-à-dire vraiment qui peut produire aujourd'hui de manière aventureuse des films. Il faut des gens avec des reins solides et qui peuvent se permettre de... je suis pas sûr que Capricci ait des reins solides ou je sais pas quoi, parce que Capricci par rapport à tout ce qu'ils produisent, tout ce qui sort, des risques mais ils peuvent prendre des risques, mais après tu vois Capricci, c'était eux qui étaient derrière Pierre Creton à un moment. Pierre Creton, effectivement, même si je peux trouver ça intéressant ce que j'en ai vu, c'est évidemment du cinéma qui est minoritaire, qui restera toujours minoritaire
minoritaire. Alors que Jean-Charles Hue, j'y vois dans un cinéma tel qu'il le pratique quelque chose qui pourrait toucher nettement plus de personnes que ce qu'il touche actuellement dans l'état de la distribution RSA, où je me dis Jean-Charles Hue, si tu vois des héritiers d'un mec comme Cimino, c'est chez ces mecs-là qu'il faut les chercher. Pareil pour Cogitor, quand tu vois Breguino ou Ni le ciel ni la terre, tu dis un héritier d'un mec comme Carpenter, c'est chez Cogitor que ça se place. Carrément. Et clairement parce que les films fonctionnent, ils sont spectaculaires. C'est des mecs qui, malgré la pauvreté de moyens, et par la pure mise en scène, vont te créer un quelque chose qui est séduisant, enfin qui cherche clairement à séduire. Ils sont clairement dans quelque chose qui veut séduire. Mais oui, il nous reste 10 secondes. Après, par rapport à Netflix et compagnie, il y a un truc dont il faut se rendre compte, c'est par rapport à la définition. Il y a eu du film, il y a eu une polémique avec le Okja de Bong Joon-ho, qui est sorti sur Netflix. Donc du coup, tout le monde se tiraillait par rapport au film, téléfilm et compagnie. J'en ai discuté avec des lycéens de seconde. Je rigolais pas quand je disais 10 secondes en fait. Voilà. Et en fait, j'en discutais avec des gamins de 15-16 ans et je leur parlais de cette question et ils m'ont dit les gars, vous êtes obsolètes. Oui, bien sûr. Adaptez-vous aux nouvelles fonctions de consommer un film. Messieurs, dames, on en reparlera dans une prochaine émission. Nous allons continuer l'enregistrement pour cette saga de l'année 2017. Merci à tous d'avoir participé évidemment à cette première partie. Vous allez rester avec nous. Vous pouvez retrouver vous en tant qu'auditeur cette émission et les autres sur le site de Canal B, bien évidemment. Merci Antonin, merci Melvin, merci Erwan, merci Thomas, merci Jules, merci Thibaut, merci Carla. Merci. Et voilà, on a encore 10 secondes dans la gueule avec tous tes merci là. Et on se retrouve très bientôt. On continue notre enregistrement. On parlera dans une deuxième émission du cinéma américain. On quitte avec un extrait des derniers Parisiens dont on n'a pas parlé, dont on parlera dans une prochaine émission. À très bientôt. Ciao. C'est la dernière fois que je suis allé voir Asiba pour aller récupérer les papiers. J'ai fouillé dans tes affaires et je suis tombé sur une vieille photo de moi. Tu sais, l'équipe de foot des 15-17. C'était juste après Yuma. Tu vois laquelle? Ouais, avec les petits shorts là. Ouais, tu rigoles. J'ai recompté et sur les 14 mecs, il y en a 9 qui sont canés, quoi. 9 plutôt. DAS, OD, hépatite C, HP. Ça fait dévaster notre âme. Je sais. Franchement, il y a quelque chose que je comprends pas, quoi. Vous allez tous boire la tasse dans peu de temps. C'est un coup dur à 20 piges. Tu te relèves et encore. Et encore. Mais à 40 ans, c'est une autre chanson. Crois-moi, mon frère. Tu sais, Araski, je veux te dire franchement, on vous a vu. Hein. On était là, on n'était pas loin. On vous a vu vous prendre le mur les uns après les autres. Nous, on était là. On a grandi sans père, son grand frère, tu vois. On a poussé comme sur du sable. Personne pour nous montrer les solutions, pour nous expliquer. Du coup, on se les est forgés nous-mêmes, tu vois. Et ce qu'on s'est dit, c'est que jamais on se laisserait victimiser, jamais on vivrait comme ça, sans oseille, à courber les chines. Après, on a nos manières, t'as vu, c'est pas forcément les meilleures, mais on veut tous faire quelque chose, tu vois. On a fait ce qu'on a pu, mon frère. Je sais. Je sais, Rask. Le cinéma est mort. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir.
Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu, bordel de merde. Ah, tu m'en dingue. Tu m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Tolstoy. Ah, ton cul. C'est mon génie. Jess, come get her beautiful tits. No. Shit. What is it? This is backwards. Should I cut? I can see this is backwards. Well, we're telling a story, right? We need Dwayne. Dwayne, can you come back here? Sure. We need Dwayne's dick to take us into Shauna, right? We need to be with him and follow him, and he takes us into her. The dick takes us in, right? Okay, the action is of him walking up and taking her from behind, right? If you start on her pussy, you've got no story. We're not with him going to her to start. It's like Hitchcock, Truffaut. Did I get a rehearsal? Brad. You just gave a pretty good explanation of how action dictates candidate. I come here and then like this. The Hitchcock Truffaut interviews, but they're talking about dicks and pussies instead of, I don't know, guy getting up from a table. Can you explain to Greg about Hitchcock and Truffaut? Because he definitely doesn't understand it. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez le deuxième épisode de la saga consacrée à 2017 du cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec toujours le Docteur Moreau, bonjour Antonin, et puis toujours autour de cette table beaucoup trop de monde. Alors très rapidement, en attendant Godard avec Erwan, Thomas, Thibaut et Carla, et puis nos deux invités bonus, Melvin et Jules Topoc. Melvin qui va démarrer d'ailleurs cette deuxième émission consacrée au cinéma américain. Oui. On avait fait une première émission consacrée au cinéma français que vous pouvez retrouver sur le site de Canal B, bien évidemment. Cette deuxième émission démarrera avec le blockbuster contemporain américain, juste après un premier extrait. Melvin, j'espère que tu es remis. De toute façon, Melvin, il est chaud, il a vu Star Wars ce matin, donc il est plein de haine. On va démarrer avec un extrait, encore une fois, extrait d'une série télévisée. On n'aura sans doute pas le temps de parler des séries américaines dans cette émission, mais ça sera l'occasion quand même de passer un extrait de Curb Your Enthusiasm, un extrait proposé par Jules Topoc, et juste après, Melvin nous parlera un peu de tous les merveilleux films avec plein d'effets spéciaux qu'il a pu voir cette année. Ouais. Jay! Shh. Yeah. Okay. Sorry. Jane. Shh. Jane. I'm right here. I'm here. Oh, there you are. Great. Excuse me. Sorry. Excuse me. You're so loud. I'm so loud. I don't understand. I've been looking for you for 5 minutes. How come you didn't beckon? Why didn't I beckon? Yes, you beckoned. You knew I was coming into the theater. You gotta wave. You gotta go like this so I can see you. Just look around. I'm right here. You can't see anything from down there. I'm not gonna make a scene. Oh, who's telling you to make a scene? Just wave. Beckon. You gotta beckon. That's making a scene. Beckoning is not making a scene. Making a scene is calling out the name Gene 10 times. You shut up. Voilà, c'est donc un extrait de la série Curb Your Enthusiasm. Jules aura peut-être l'occasion dans une émission bonus d'en parler, mais aujourd'hui, du coup, nous allons parler, et dans ce début d'émission, du blockbuster américain, en tout cas du cinéma américain contemporain, dans ce qu'il a de plus nul, de plus moyen. Mis à part si tu as des... Mais tu es l'un d'entre nous qui a vu le plus de merde.
Oui. Parce que tu devrais travailler. Je rappelle que tu es censé travailler sur un livre consacré à Mad Max ou à la trilogie, à la première trilogie Mad Max, mais que pour te détendre, du coup, tu regardes du cinéma et et tu as vu des choses. Alors, est-ce que tu peux nous donner une tendance du cinéma américain, du blockbuster contemporain? Bon, globalement, c'est à chier. Hein. Après, il y a différentes tendances, mais ils ont tous à peu près les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'on pourrait séparer différents types de blockbusters. Il y a d'un côté genre les photocopieuses, genre les trucs genre style Marvel qui continuent de photocopier inlassablement le même film de merde en changeant les costumes à chaque fois. Donc parfois c'est ultra détestable, parfois c'est un peu moins con quoi. Genre par exemple le dernier Spider-Man était peut-être un chouïa moins mauvais, mais enfin bon, on patauge dans un brouet infâme, hein, de toute façon à ce niveau-là. Ça a aucun sens, ça raconte jamais rien. L'exemple, par exemple, sur le dernier Spider-Man, les critiques positives se focalisent sur le personnage du méchant. Parce que le film lui offre une motivation, c'est-à-dire qu'il a besoin d'argent pour donner de l'argent à sa famille, quoi. Voilà. Donc ça va pas plus loin que ça, et avoir ça c'est presque un plus par rapport au reste quoi. Donc ça c'est du côté de Marvel, du côté de DC Comics c'est carrément genre comique quoi. C'est-à-dire qu'ils arrivent même plus à faire des films qui ressemblent à des films quoi. Après le naufrage intégral qui était Wonder Woman, qui est d'une c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais c'était détestable. D'une laideur et une catastrophe quoi. Donc j'ai pas vu leur dernier mais parce que j'essaie quand même League, ouais voilà donc c'est vraiment on est en train de parler vraiment du cinéma d'accidents industriels, du grand cinéma populaire aussi, c'est des acteurs industriels, mais qui sont quand même des films qui sont enfin voilà, c'est les plus grands succès. Ça a vraiment strictement aucun intérêt. Hein. Ça parle à des. Normalement, je pense que c'est des films calibrés pour des enfants et passer 8 ans, je comprends pas comment on peut. Et puis même, je trouve ça cruel d'infliger ça à des enfants, quoi. Enfin, je veux dire, là, on pourrait parler de la responsabilité des gens qui emmènent leurs enfants voir ça ou de faire ça pour les enfants, quoi. Après, passer 8 ans, enfin bon, bref. Sinon, après, il y a les films qui terminent jamais, quoi. Genre les suites, genre Pirates des Caraïbes 5. Star Trek 3, Transformers 5, qui, pour certains, ont connu leur heure de gloire. Hein. Je pense par exemple à Transformers. On est déjà au point Michael Bay. Ouais, voilà. Non, mais par exemple, l'intérêt d'un Transformer 2 dans son exaltation gogolesque permettait de voir de voir qu'on n'avait pas l'habitude de voir tous les jours, quoi. Bon, quand on voit Transformers 5, il reste rien de tout ça. Il y a des trucs quand même, hein, c'est pas totalement raté. Si vous voulez réagir, juste par rapport aux Transformers et à Michael Bay, voir l'excellent numéro du Ciné-Club de Monsieur Bobine sur Michael Bay. Sur le Mayhem. Ouais, mais assez intéressant. Mais c'est-à-dire que ce que défend leur podcast, c'est-à-dire Michael Bay en tant que en tant qu'auteur, disparaît complètement dans genre un truc comme Transformers 5 qui aurait pu être réalisé par n'importe quel tâcheron. Ça a aucune identité. Après, ça revient à Marvel et DC Comics où on n'a plus affaire à des auteurs, mais à des franchises. Et les franchises se confondent avec les auteurs aujourd'hui. Ouais, mais il y a une différence entre Marvel qui propose à chaque fois dans des films avec des personnages différents et réexploiter les mêmes les mêmes personnages encore. Genre par exemple Pirates des Caraïbes 5, on arrive à un niveau où on peut trouver des qualités, au premier, au-delà de leur scénario complètement foutraque, mais par exemple sur la direction artistique, ça bossait sérieusement, quoi. Sur le 5, il reste, à part je vais même pas dire un rôle, un caméo de Bruce Spence au début du film, qui est vraiment sympathique. Hein. Ça, c'est une déformation professionnelle. Bruce Spence qui jouait le rôle de l'aviateur dans Mad Max 2, dans Mad Max 3, et puis qui est genre un très grand acteur, quoi. C'est triste de le voir un peu là-dedans, quoi. Mais sinon, ça tourne à vide, ça n'a plus aucun intérêt, ça propose strictement rien. Même en termes d'aventure, même le minimum possible, quoi. C'est une catastrophique, c'est catastrophique, quoi. Après, il y a les trucs que je mettrais plus dans la case des grosses déceptions, quoi. Mais au final, c'est exactement le même problème. Des trucs comme par exemple le dernier Alien, quoi, où on peut penser ce qu'on veut de Prometheus, hein, globalement. C'est raté, hein, ça c'est clair. Mais il y avait une tentative d'aller quelque part. Il y avait une ambition. Il y avait une ambition de prendre la place d'Avatar. Alien Covenant. Mais on se retrouve dans un truc un peu compliqué, c'est-à-dire que les choses intéressantes que ça propose, c'est-à-dire autour du personnage de Fassbender, la scène avec la flûte, etc., sont relativement consternante, mais au moins ça essayait d'aller quelque part, quoi. Et puis arrivé à mi-chemin, le film abandonne complètement ses ambitions ratées pour retomber dans une espèce de remake les mêmes formules, les mêmes schémas, les mêmes péripéties qui se répètent. On a affaire à des feignants encore une fois. Oui, Jules Topoc voulait réagir.
C'est pas une réaction, c'est une aparté, parce que je pense que je vais intervenir sur Alien Covenant, qui m'a permis, en tout cas, c'est un petit peu une apparition, de découvrir Catherine Waterton. Qui m'a assez intrigué. Mais mis à part une déviation sexuelle, qu'est-ce qui te... Non, c'est une déviation esthétique. Et donc, oui, mais Alien Covenant a été assez important dans ma cinématographie en 2017. Oui, et tu as noté aussi son apparition dans Logan Lucky. Logan Lucky et dans les bestioles de Harry Potter. Voilà, donc ça n'a aucun intérêt, mis à part certaines de base. On a chaque année, il y a eu un moment, il y avait Ryan Gosling. Oui, voilà. L'année dernière, il y avait. Donc voilà, c'était pas toi qui parlais, c'est ton slip, quoi. Donc là, c'est une apparition. Il s'est passé quelque chose, et en cherchant un petit peu ses interventions sur le tapis rouge, à chaque fois, la demoiselle a des directeurs artistiques superbes sur ses vêtements. Donc, je tenais aussi à mettre Jules ce Topoc. point assez important dans ma C'était le point mode dans ma vision 2017 de Jules Topoc. du cinéma. Donc c'était l'intérêt d'Alien Covenant pour Jules Topoc, les robes. Ouais, mais c'est pas Oui, on parlait d'ambition. Moi, je parlais du coup du côté, comme on pouvait le reprocher au cinéma français populaire dans la première émission, mais grosso modo, les cinéastes américains, eux aussi, sont des feignants. Mais je pense toi aussi, t'es un feignant. Ouais, non, t'as pas préparé. Oui, non, j'ai pas trop préparé mon truc. Non, mais ce qui est dingue, c'est qu'en fait, dans Alien Covenant, revenons au sujet. Dans Alien Covenant, en fait, l'intérêt de ce truc-là, c'est qu'au moins, on peut atteindre le stade du nanar, en fait. Et ça, c'est plutôt intéressant. En fait, eh ben, on mais reviendra tout à l'heure, mais je suis pas vraiment sûr parce que ça se prend tellement au sérieux. Non, mais bien sûr. En fait, ça reste chiant, quoi. C'est à aucun moment on arrive à dégager du second degré, quoi. Et même s'il y a des gens qui rigolent sur le dialogue de la flûte, genre me fous les doigts, c'est moi qui pompe, quoi. Non. Tu bouges les trous, c'est moi qui souffle. Ouais, voilà. Ça reste, comment dire, par rapport à la mythologie que ça traite, etc. C'est quand même d'une tristesse. Et ça a pas par exemple la dimension nanardesque, par exemple d'un, je sais pas. Un truc plus vieux, quoi, mais par exemple de Conan 2 par rapport au premier Conan. Ça prend pas de risque. Dans le Portnawak, comment dire, je vais pas dire jouissif, mais comment dire, presque sympathique, quoi. Alors en fait, c'est une question de risque. Moi, je voulais juste dire ça par rapport au rapport que j'ai au cinéma américain. En fait, c'est que moi, j'ai l'impression que il y a 10 ans, moi, les blockbusters américains, j'allais les voir parce que je savais que au moins, même si ça ne me plaisait pas, au moins j'allais pouvoir m'en moquer, et parce qu'il y a des moments où ça atteignait un stade de n'importe quoi. Je pense particulièrement à un mec comme Roland Emmerich, qui devient suite à l'horreur totale qui est devenue le cinéma américain, comme un mec assez intéressant, qui devient le haut du panier. Parce que d'un coup, quand tu vois ces films, non mais peut-être que maintenant ce qu'il fait, voilà, j'ai pas vu. On va parler de Geostorm, je pense. Non mais peut-être. Hernandez, you son of a bitch. Et moi, Geostorm, à la limite, ça me donne envie de le voir, mais en fait, c'est pour ça que moi, je ne vais plus voir. J'ai été tellement, décontenancé. C'est horrible de voir des Marvel ou des DC à la suite où tu dis, mais tu te fais chier parce que t'as absolument rien à te foutre sous la dent, parce que t'as l'impression, justement, comme tu le disais, de voir des photocopies. Donc, tu vois des choses comme ça qui se ressemblent à autre chose. T'as rien qui dépasse, absolument rien qui dépasse. Et des fois, le blockbuster américain, on a un rapport où moi, j'adore ça. J'adore le cinéma américain. J'adore le cinéma majoritaire américain aussi parce que d'un coup tu sais que ce qui va se passer là-dedans, c'est d'un coup ça pourra procurer un film comme Starship Troopers, et des fois ça va être Independence Day où ça va être complètement con, mais au moins tu regardes le truc. C'est évidemment il va y avoir des trucs où tu dis mais c'est pas possible d'être aussi con, et c'est drôle, et en même temps Independence Day ça tient la route parce que voilà, tu dis t'as un machin où c'est débile, c'est suffisamment débile pour tenir le coup, et en même temps voilà t'as et maintenant c'est que de la photocopie, quoi. Independence Day, quand même, il pète, Roland Emmerich pète la Maison Blanche. Ouais, mais Roland Emmerich, il s'est quand même vachement calmé parce il s'est calmé, mais qui maintenant oserait faire ça? Justement. Il y a une de vos émissions. Attends, il a refait la suite d'Independence Day. Et c'était un cauchemar. Oui, c'est un cauchemar, mais je me souviens d'une de vos émissions où vous parlez de destruction porn, où vous disiez que c'était totalement inhabité, en fait. Au moins, Emmerich, du moins je parle de... Non, mais même plus maintenant. De Independence Day, voire même depuis... 10 000 non, pas 10 000. 2012. The Day After Tomorrow. Où en fait, il y avait une notion de destruction, mais qui était habitée. Et en fait, maintenant... Par quoi? Par qui?
La frontière. Par une espèce, une espèce de Mexique, logique. Il avait un petit côté B quand même, qui était totalement raté. Il y avait quand même un simili semblant de logique subversive. Oh, oula, mollo, oui, je suis d'accord avec Thibaut, ouais. On développait des concepts. Si. Emmerich, par exemple, si on regarde, par exemple, Independence Day, c'est un mec qui pète la Maison Blanche et qui sait qu'il va sauver l'Amérique. Un chien. C'est un wasp, un juif et un black. Ça reste quand même des concepts suffisamment bien écrits C'est pour très être développés. raciste ce que tu dis. Puis surtout, c'est Bah non, l'Amérique. en fait, C'est l'Amérique. C'est les blagues, des feux, j'ai les wasps. Mais non, c'est la puissance du melting pot. Mais non, c'est un film totalement mais ça, civilisationnel. C'est pas nouveau, ça. C'est pas la puissance. Bah ouais, mais ils Non sont les seulement c'est pas ritas, ils sont nouveau, les et en plus rebeux. il le fait de façon extrêmement caricaturale. Bah en fait, c'est pas nouveau, Donc mais c'est c'est pas nouveau, mais maintenant. il réutilise des trucs américains qui sont là depuis avant John Ford, Ah, bien mais sûr. sauf qu'il en fait quelque chose de tellement caricatural que c'est Réactionnaire. C'est juste et réactionnaire que c'est juste grotesque. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est c'est peut-être un des derniers blockbusters réalisateurs Non, il y a Michael qui ait Bay. fait ça. Parce que maintenant, si on prend les Justice League et tout le truc Marvel Cinematic Universe et compagnie, on n'est plus du tout là-dedans. Maintenant, qui c'est qui va sauver le monde? C'est un robot. Ouais, mais c'est oublier James Cameron, par exemple. Et il faut pas oublier James Cameron. Il faut pas oublier James Cameron. Donc, Ça, par contre, je suis mais d'accord. je voudrais qu'on Mais parle de maintenant, Geostorm. Cette logique, en fait, cette logique Juste un pour petit les- peu le- sur l'identité des personnages est maintenant est totalement annihilée et reconstruite avec un robot, une Black Widow, un mec qui tire de l'arc, machin. Enfin, ce sont des films, ouais, comme Bah, tu ça- disais, ça, en Nelly, fait, ça des pose- copies de Oui, copies mais de après- copies de copies. Ce que tu dis, ça pose la question, c'est qu'à un moment, t'as le cinéma américain qui est supposé être tel qu'il s'est construit, être une représentation du peuple, parce que voilà, historiquement, le cinéma américain, c'est supposé être l'instrument pour construire une nation. Donc, il y a toujours eu ce truc-là, historiquement, de représenter toutes les minorités, et c'est valable même d'un point de vue raciste. Peu importe le vent, voilà, tout est représenté, même si c'est mal représenté, si c'est représenté, chaque minorité entre guillemets est vraiment représentée de façon très caricaturale, mais en tout cas il y a eu cette ambition là de le faire, chose que peut-être oublie complètement le blockbuster contemporain, mais Là, en même ouais. temps Là, Est-ce qu'on peut juste oui, Erwan. faire une transition avant que Melvin reprenne sur Geostorm, c'est-à-dire que je vois un glissement aussi entre le jour d'après chez Roland Emmerich, 2012, déjà il y a un écart énorme sur cette question-là, et jusqu'à même peut-être l'année précédente, je crois, il y a un film comme San Andreas, où justement là on est sur aussi la reconstruction non plus véritablement d'une nation, mais de la cellule familiale et de la famille dans tout Mais ce c'est qu'elle a toujours- de c'est le film plus- catastrophe, ça. Le Oui, film catastrophe mais- repose là-dessus. Oui. Ouais, Même mais Spielberg l'a fait dans la Guerre des Mondes. Depuis longtemps. Spielberg a toujours fait. Spielberg l'a toujours fait, oui. Oui, mais avec un. C'est le film catastrophe. Avec quand même un rapport quand même entre travail, famille et patrie, quoi. Oui, mais c'est le film catastrophe. vrai. Le film catastrophe est réactionnaire par essence. Hein. Ouais, après il y a un autre truc, c'est que sur les Roland Emmerich ou ces films de destruction massive, c'est que les films sont vendus sur le côté destruction porn, alors que le Roland Emmerich il livre des films qui s'intéressent non pas à la destruction, mais à chaque fois à la reconstitution de la cellule familiale. Quoi. Est-ce que c'est- un est-ce truc que comme ça- 2012, ça- c'est exactement ça. Le final, ça s'intéresse il y a vraiment à des ça, ou milliards, c'est juste des pas- milliards de morts. Mais ce qui compte, c'est que la petite fille ait trouvé un chien et qu'elle fasse plus pipi au lit. Non quoi. mais je sais, mais C'est est-ce le- que c'est est-ce que l'enjeu c'est est là quoi. est-ce que c'est vraiment ce qui l'intéresse ou est-ce que c'est pas uniquement Ah bah, le catch émotionnel qui est important Ah non, pour, moi, pour moi, pour comment suivre dire, un film la de 2 heures et demie, quoi. destruction sert la reconstitution familiale, quoi. La reconstitution familiale est pas là pour mettre de l'émotion dans un film. Qui va nous vendre, comment dire, qui nous sert de la destruction, quoi. C'est l'inverse, quoi. Mais là, on est en train de parler de Roland Emmerich. Mais bon, Oui, mais c'est un du truc moins, réel. il apporte. Du coup, on peut en discuter. Mais par exemple, Justice Jules Topoc League et voulait compagnie, aussi. Est-ce qu'on peut discuter de thèmes comme ça? Je sais pas, avec 2012, moi j'ai vraiment trouvé que c'était un film révoltant parce que ça donnait une espèce de justification au peuple le plus vil et le plus opportuniste qui gagnait. Voilà. Avec ce vaisseau qui était simplement dédié à l'argent, Ouais, c'est-à-dire à c'est celui peut-être qui va une de ses seules réussir. qualités, Et c'était mais puant. Et tu sors Ouais. de ce film-là et si t'es normalement constitué, tu te dis mais voilà, celui qui gagne et qui va survivre, la loi du plus fort, et ben ça va être la loi de l'argent et donc c'est l'extrapolation de ce que représente l'Amérique avec marche ou crève. Ouais, Et mais t'avais c'est ce qu'on retrouve, vaisseau, comment dire, au sa final croisière dans s'amuse. Geostorm. Hein. Ouais. C'est en gros Geostorm, c'est comme un sous Roland Emmerich qui recycle exactement
tous les tous les poncifs du genre, toutes les Mais c'est produit par Dean Devlin qui était le partenaire de production de Emmerich sur tous ces films jusqu'au jour d'après. Ouais. Sauf que tout est complètement traité par-dessus la jambe. On voit dès le début on sent bien que personne n'a prend ce truc au sérieux et ce qui fait qu'au final le film peut être détestable sur pas mal de points, mais il dégage une espèce de sympathie dans le sens où on a une espèce de fainéantise assumée pour le coup, et là on rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le côté nanar, c'est-à-dire que par rapport à plein d'autres trucs qui durent 2h30 et on a envie de se pendre dans la salle ou devant son ordinateur c'est là pour le coup c'est presque jubilatoire C'est-à-dire que le final, les 20 dernières minutes où normalement on est censé être dans une situation catastrophique où énormément de gens sont en train de mourir, on voit constamment à l'écran Gerard Butler qui est semi-hilar en balançant des punchlines qui ramène au cinéma d'action des années 80, avec un truc où tout est traité tellement par-dessus la jambe, mais fait pratiquement assumé c'est-à-dire qu'ils en ont strictement rien à foutre Ça fait penser à King Kong. C'est exactement pareil. King Kong Skull Island, je l'ai trouvé relativement sympathique aussi dans son côté je m'en branle complet et dans son manque et au final, même un truc comme Geostorm raconte plus de choses et dit plus de choses sur notre monde aujourd'hui de manière ultra ironique par rapport à la politique américaine, par rapport et par rapport à la reconstitution de la cellule familiale, où il y a une espèce d'ironie sur le mythe du père qui part pêcher avec son fils et qui est traité de manière qui termine par être qui est d'abord un ressort émotionnel et un truc dans l'axe qui va servir dans l'action c'est cette histoire de père et de fils qui vont pêcher et qui termine à la fin par un gag pour dire on en a rien à foutre c'est ridicule, on se fait chier, on rentre à la maison boire des bières c'est là-dessus il y a un côté après voilà, ça dépend, il y a aussi un côté subjectif parfois je sais pas, la weed est meilleure ou on est moins fatigué ou c'est pardon non, je veux dire c'est est-ce que tu veux en venir? Non, mais c'est-à-dire que au final, on en vient à trouver des trucs comme ça presque dans le haut du panier, alors que parce que tout le reste, non seulement se plante, mais ou alors c'est même pas que ça se. À la limite, je préfère encore des films qui essayent des choses et qui le font n'importe comment. C'est-à-dire, je préfère un Prometheus qui tente des trucs et le fait n'importe comment que la plupart des trucs. Donc les trucs Marvel, tout ça dont on a parlé, c'est carrément là, il y a même pas besoin d'en discuter Mais même un truc comme par exemple la planète des singes, qui moi je suis pas hyper. Et là, on change de registre parce que je pense que t'as la planète des singes pour le coup, et peut-être qu'on parlera de Logan à côté. On est affaire à des mecs où d'un coup on est dans un registre un peu plus classique au sens hollywoodien. Ouais, mais c'est pareil, c'est-à-dire que sur les 2 premiers épisodes, ça essaye de mettre en place ça essaye de mettre en place quelque chose et on se rend compte dans le 3e volet que en fait ça mène nulle part C'est-à-dire que on recycle le thème de Moïse, des espèces de thèmes bibliques censés insuffler une espèce de grandeur à un truc où on se retrouve dans qui ne sait absolument pas quoi raconter, ne sait absolument pas où aller. C'est le même problème sur les remakes ou réadaptations, des trucs comme Hit qui a strictement mais rien à dire par rapport à son sujet de base, ou des trucs comme Blade Runner qui sont mais consternants à se pendre et au final tout ça je trouve ça assez triste parce que normalement ce cinéma populaire, même si ça a gros budget, devrait être une sorte de miroir de notre époque. Et je reconnais pas notre époque là-dedans on passe carrément à côté, notamment sur tous les trucs de science-fiction qui sont carrément atterrants, dans le sens où on vit dans une époque où en pleine mutation avec l'arrivée d'internet, l'arrivée de l'intelligence artificielle, tous ces trucs là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a plus de science-fiction dans notre réalité, dans notre quotidien, que sur les écrans et tous les films de science-fiction, un truc comme Blade Runner, ça a 40 ans de retard c'est l'adaptation de Ghost in the Shell, c'est exactement pareil pour moi c'est une espèce d'incapacité complète à avoir un point de vue sur le monde qui nous entoure Erwan, une dernière intervention avant qu'on passe à Thibaut. C'est juste un truc tout bête, mais c'est pareil dans le prolongement de ce que dit Melvin, c'est aussi la question que je crois Thomas me corrigera, mais c'est que quand South Park aussi a décidé d'abandonner vu ce qui se passe avec Trump, c'est dans la même idée. South Park a changé de la fiction. C'est important de le dire. South Park a été constamment
constamment en rapport avec l'actualité, a décidé cette année, par exemple, en effet, vu que Donald Trump faisait tellement d'horreur, ils disent, mais on peut pas dépasser ce que fait Donald Trump. Pas rivaliser, en fait. Donc, du coup, ils parlent d'autre chose, C'est une étiquette journalistique qui est bien commode, mais ça voudrait dire que même le cinéma, d'une certaine manière, est en retard sur tout et qu'il n'est plus au cœur des images et de cette question-là, mais c'est que sur ce qu'on appelle la post-vérité, la question de la fiction se pose. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut véritablement inventer de nouvelles histoires qui soient en phase avec l'époque, si l'époque de toute façon est... Ou est-ce que les cinéastes d'il y a 10 ou 20 ans étaient tellement en avance qu'aujourd'hui, du coup, ils sont tellement idiots parce qu'ils se sont fait rattraper. Et alors, juste pour conclure, un truc, c'est que, comment dire, ce matin, je suis péniblement allé voir le dernier Star Wars, et par rapport à tout ça, il y a une espèce, j'ai vu un truc, enfin, j'ai eu l'impression de voir un truc assez intéressant là-dedans, c'est que le film passe son temps à répéter la même chose, c'est-à-dire qu'il faut brûler il faut brûler le passé, il faut brûler les anciennes icônes, il faut brûler comment dire, les vieilles formes, les vieux machins, quoi. C'est-à-dire que c'est la symbolique du film, c'est le cœur du film, et c'est ce qui est dit littéralement à plusieurs reprises par les différents personnages du film pour mettre quelque chose d'autre à la place. Et qu'est-ce que met Star Wars 8 à la place? Un nouveau Han Solo, une nouvelle. Alors dans l'épisode dernier, je vais pas spoiler, hein, mais dans l'épisode dernier, c'était la plus grande étoile noire de toute la saga. Là, il nous balance la plus petite étoile noire de toute la saga, quoi. C'est-à-dire que on arrive à un niveau où à répéter les mêmes trucs, j'ai pas encore mon avis définitif là-dessus. Pour moi, c'est ce que j'ai dit cet après-midi, c'est il y a plus de trolls dans Star Wars 8 que dans toute l'œuvre de Peter Jackson, quoi. Je comprends pas très bien le truc, quoi. C'est-à-dire que moi à la limite dans l'idée où il y a une partie de Star Wars 8 qui propose des choses intéressantes, mais ce qu'essaye par moment de proposer les personnages est nié complètement par le film en lui-même, quoi. C'est-à-dire que à la place des anciennes icônes, on nous remet exactement les mêmes, quoi. Mais exactement les mêmes, c'est-à-dire le passage du faucon millénaire dans le tunnel, un discours complètement politique, les mêmes choses, quoi. Est-ce que le film te propose ça, ou est-ce que c'est pas justement le film te raconte que c'est ce qu'on est en train de faire? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment ce que le film propose, ou est-ce que c'est pas une critique plutôt? On y reviendra plus tard. C'est trop frais. C'est même la question que est-ce que ça va se poser de la même manière, le rapport qu'on va avoir au cinéma, même si la question de la dégénérescence, mais par rapport à ce qui s'est passé avec le cinéma dit des années Reagan, c'est-à-dire le cinéma des années Trump, quand on en fera le bilan. Est-ce que c'est justement ça va se... Peut-être qu'il y a des choses qui sortiront, on se dira ah mais en fait fallait voir peut-être ce film-là. Ce rapport à la réaction. Voilà. On va écouter un court extrait d'un film qui est sorti au mois de janvier mais qui est considéré comme un film de 2016. Et juste après on reparlera de cinéma américain avec Thibaut, mais pour des films qui ne sont pas considérés comme justement les gros blockbusters, des plus petits films, des films on va dire de cinéma moyen. Télérama. Des films Télérama. Merci, c'est exactement ça. Thibaut sera notre Télérama de la soirée. The tale is not yet told. Get me out of there! I need to see my mom! She is no longer here, Connor. She fell. I couldn't hold on to her anymore! Speak the truth. No! You must speak the truth, or you will never leave this place. What truth? I don't know what you mean! You must tell me the fourth tale of Connor Valley. You must tell me your nightmare before it is too late. No! Yes, tell me, Connor. Tell me the truth. It'll kill me if I do! It will kill you if you do not. Speak the truth. The truth, Connor O'Malley. Tell me the truth, boy. Speak the truth. Speak the truth. Speak the truth. Speak the truth, boy. I want it to be over! I can't stand knowing that she'll go. I want it to be finished. I let her fall. I let her die. C'était donc un extrait de Monster Calls de Bayona, qui était un des films les plus émouvants de l'année. Oui. Tout de suite, on va revenir sur le cinéma américain adulte milieu de gamme en voie de disparition avec Thibaut, qui visiblement a aimé des films.
Carrément. Un peu trop. Mais Thibaut, il aime tout. Non mais qu'en est-il? On a parlé de blockbusters et notamment évidemment des Marvel et des films grosso modo des films Disney qui sont sortis cette année, qui évidemment sont la part majoritaire du cinéma américain qu'on peut voir sur nos écrans et qui bouffent la plus grosse part du marché. Mais à côté de ça, il y a d'autres films américains quand même qui sont sortis et qui pouvaient essayer de proposer des choses visiblement. Qui pouvaient essayer de proposer des choses effectivement, mais en plus le truc c'est que en fait, on sort je reviens à 2015 en fait, et on sort de 2015 et de Mad Max Fury Road de Miller, quand même, on y vient. qui est donc on est tous d'accord autour de cette table pour dire que c'était plutôt pas mal. Non, pas moi. Ok. Même Jules, oui, il aime. Mais en fait, qui était un film un peu bascule parce que George Miller n'était pas un réalisateur de blockbuster. Enfin, si on pense à Lorenzo ou même Les Sorcières, enfin, c'était pas un film à 200 millions de patates et qui arrivait un petit peu à faire sa carrière un petit peu tranquillou bilou. Et après il sort Fury Road, tranquillou bilou, oui. Et après il sort Fury Road, donc 200 millions de patates et compagnie. Enfin, il a fait des trucs entre Fury Road et Lorenzo's Oil. C'est pas on a fait 3 heures d'émission sur Fury Road, on va pas y revenir. Non mais je reviens pas. Mais en fait du coup c'est compliqué du coup de parler de ce cinéma on va dire post Télérama, un rock et compagnie. Parce qu'il y a Fury Road qui est arrivé et Miller on sait pas trop où le placer en fait. Le mec fait tellement un grand écart. Miller là pour le coup Fury Road c'est vraiment de l'ordre du blockbuster. C'est super. Ça c'est un truc dont on n'a pas parlé quand on parlait du blockbuster, mais voilà, là Fury Road à la limite c'est ce qu'on attend du blockbuster, c'est-à-dire pourquoi on a aimé le blockbuster, ce pourquoi voilà. Mais moi je pense le cinéma américain, les gens qui affectionnent ça, c'est que voilà, le cinéma américain de blockbuster majoritaire, ultra majoritaire peut procurer des œuvres comme Fury Road, comme Terminator 2, mais Fury Road c'est pas américain. Donc, mais ouais, et par rapport à ce que proposait Melvin tout à l'heure en fait, voilà, c'est ça. Et par rapport à ce que proposait Melvin, et du coup c'est compliqué parce qu'on sort d'une année 2016 qui était finalement assez pauvre. On avait eu Jeff Nichols avec Midnight Special. On va pas revenir sur les mères de 2016 alors qu'il y a eu Axel mais du coup en fait c'est compliqué et du coup l'année 2016 a été assez pauvre et du coup on attendait pas mal de 2017 sachant que il y avait Catherine Bigelow et James Gray qui allaient sortir un film et Soderbergh. Et Soderbergh, oui. Et bientôt T'as raison de les mettre dans le même temps. Et du coup, cette année est plutôt intéressante parce que on a vu Jeff Nichols du coup qui a ressorti un film avec Loving qui était à Cannes, il me semble. Il y a eu donc du coup Catherine Bigelow avec Detroit. Il y a eu James Gray avec The Lost City of Z. Et puis il y a eu j'ai vu que dans la liste il y a aussi Good Time et La La Land. Alors est-ce que alors il y avait La La Land aussi, il y avait Billy Lynn aussi. Oui. Mais La La Land tu le mets aussi dans le tas des bons films. C'est pour que les auditeurs puissent focaliser un peu sur se cerner. J'ai revu La La Land. Alors c'est intéressant. Donc voilà, d'accord. Donc tu mets La La Land, c'est pour que les auditeurs soient bien conscients que du coup, tu considères que Détroit est un bon film et La La Land aussi. Non, Détroit c'est pas un bon film, c'est un super film. Voilà. La La Land c'est un bon film. Voilà. Détroit en fait, Détroit est un. On en a parlé à Syllab. Après, je sais que vous êtes pas d'accord avec moi, mais j'assume complètement. Et je pense que Détroit est un des films les plus américains, les plus importants des dernières années. De toute façon, cet avis est d'un côté totalement subjectif parce que je suis un hyper fan de Catherine Bigelow et à chaque fois qu'elle sort un film, pour moi, à chaque fois c'est un événement dans le sens où elle reprend le contexte sociopolitique de l'époque à bras le corps et qu'elle en fait un truc complètement viscéral. C'est-à-dire qu'elle arrive à mixer intellect et physique. Et c'est une des rares réalisatrices à pouvoir le faire dans le cinéma américain contemporain. J'ai pas d'autres exemples en fait finalement qui arrivent. Michael Mann par exemple. Michael Mann par exemple. Voilà. Mais Michael Mann n'a pas sorti de film cette année. Mais Erwan, tu voulais réagir par rapport à Détroit. Oui, ou même pour continuer sur cet état des lieux un peu du cinéma américain, donc ce qu'on a appelé adulte ou enfin pas moyen, mais en tout cas des productions
qui ne sont pas des blockbusters du coup. En sachant que là on part d'un constat où forcément objectivement le cinéma américain se borne entre des très gros blockbusters, énorme budget, c'est ça, ouais. Et il y a une sorte de frange underground ou je sais pas quoi, des mecs qui surnagent, genre Jeff Nichols des auteurs, ou James Gray, les auteurs, mais c'est hyper pauvre en milieu de gamme. Enfin, on pourrait peut-être mettre sur une frange Sundance. C'est même pas Sundance en fait. Un type comme Nolan ou Villeneuve avec les Blade Runner ou les Dunkerque, vous les mettez dans quel C'est des exceptions. Alors Nolan, je le mets à la poubelle. Non mais en fait, en termes de production, je parle là pour le coup. Non mais ça c'est hyper intéressant le cinéma américain, c'est que là pour le coup Nolan effectivement c'est l'exception radicale, c'est le seul mec actuellement dans le cinéma américain et l'unique sur lequel les studios mettent 50 patates ou 200 patates pour produire un film sur le nom propre du mec, c'est-à-dire c'est le seul mec qui arrive à mobiliser un budget hyper conséquent sans être sur un registre de la franchise d'un univers préexistant, c'est le seul. Point barre. Il y a pas d'autres exemples. Peut-être Villeneuve maintenant. Et Villeneuve marche complètement sur les pas de Nolan. C'est quelqu'un qui commence à avoir une notoriété en tant qu'auteur. Même si Blade Runner qui va vraiment avoir ça probablement. Blade Runner, forcément, l'échec au box-office va remettre en question ce truc-là parce que forcément, passer un déluge critique hyper enthousiaste et complètement hallucinogène, t'as l'impression, forcément ça va, ils seront obligés de se remettre en question un peu les financiers, mais ce cinéma américain milieu de gamme est absolument inexistant en ce moment. Je suis d'accord avec toi Antonin, mais c'est vrai que ce qu'a dit Jules Topoc sur Sundance, c'est aussi qu'est-ce que c'est aujourd'hui être un cinéaste ou une cinéaste indépendante américaine ou américaine. Et la question du festival, c'est que les enjeux se sont déplacés entre Sundance maintenant et un autre vivier qui est South by Southwest à Austin, et avec tout ce qui s'est passé autour de l'étiquette du Mumblecore, qui c'est un peu différemment, mais il y a beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis. On va plutôt parler des films qui sont sortis en France en salle en 2017. Et il y a eu de très très belles propositions. Je pense il y a eu Loving du coup de Jeff Nichols, mais par exemple un immense film, une autre cinéaste du coup qui est Kelly Reichardt avec certaines femmes, qui est quand même un des films vraiment magnifiques et majeurs du cinéma américain de ces dernières années. Ou alors un grand documentariste américain. Si t'es pas d'accord, tu peux réagir et dire un grand documentariste américain, même si pareil, il y a la question des fonds français, etc. Le fait qu'ils vivent en partie aussi à Paris, mais Frederick Wiseman a sorti peut-être un Ex Libris de New York Public Library qui est quand même pareil. Mais on reste sur un registre absolument exceptionnel. Wiseman plus c'est vraiment quelqu'un on sort des productions par dont on rapport à parlait. Ce qui va nous intéresser, on en parlera peut-être plus tard, c'est justement est-ce qu'il y a véritablement un cinéma américain qui va chercher, qui pourrait correspondre à nous, ce qu'on va aimer, c'est-à-dire un cinéma du milieu. Oui, et puis surtout américain, un cinéma qui s'intéresse à la porosité par exemple avec les genres quels qu'ils soient, et le Good Time des frères Safdie a été quand même quand même une bouffée d'air dans le cinéma américain. Pour moi, c'est une catastrophe. C'est vrai. Pour moi, c'est catastrophique en fait le Good Time c'est donc de les frères Safdie, c'est la scène new-yorkaise de Mumblecore, le film avec Robert Pattinson. Ouais. Pour moi, voir ça, c'est un peu catastrophique. C'est vraiment de plaquer une esthétique qui serait propre à cette école new-yorkaise, c'est-à-dire une école héritée de Cassavetes, en gros, pour aller vite, et qui voudrait reprendre un ingrédient d'un film de genre, un récit de genre, et pour en faire un film qui serait d'un coup consommable pour une élite culturelle, qui n'irait jamais ailleurs que ça. C'est absolument impossible. En fait, ce qui m'inquiète moi vraiment au cinéma américain, c'est que le cinéma hollywoodien, sa base, c'est d'être un aspirateur à talent. Et c'est que normalement, les talents new-yorkais, les talents de tous les parties du monde sont aspirés par le cinéma hollywoodien. Ils vont aller les chercher pour l'intégrer à un cinéma ultra majoritaire. Ouais, mais maintenant, ces mecs-là, tu vois bien que la façon qu'ils ont de fonctionner, ils fonctionnent selon des termes de marquage culturel, quoi. Où là, tu vois bien que le film de Frères Safdie, il fonctionne parce que on se dit c'est cool parce que d'un coup c'est âpre, c'est un peu, il y a un côté un peu rêche, un côté un peu hyper réaliste, mais que les mecs de toute façon ils ont aucune volonté d'aller vers un ailleurs, aucune volonté d'aller vers
Oui, mais en même temps, dans un film comme Good Time, on voit ce qu'on ne voit pas ailleurs dans le cinéma américain aussi, c'est-à-dire les marges de New York, c'est-à-dire de vraiment avoir une vision aussi de la prison américaine ou dans la rue de personnes qui galèrent, ce qu'on ne voit pas spécialement dans les blockbusters qui sont complètement désincarnés. Ce qu'on voit peut-être dans Brawl in Cell Block 99. Ouais, mais par contre, est-ce qu'on peut mettre en termes de statut, est-ce qu'on peut mettre les frères Safdie au même niveau que Nichols, Bigelow ou Gray, même si Gray a une influence très limitée aux États-Unis, ce qui est quand même assez hallucinant. C'est toujours... Ce qui est hallucinant, moi je dans le sens où Hollywood enferme Hollywood enferme les cinéastes et de se dire maintenant on va catégoriser Safdie dans le petit carcan new-yorkais. Tiens, on va garder un petit marasme new-yorkais de voir le peuple des bas-fonds. On va catégoriser Gray comme l'héritier de Coppola et on va le garder là-dedans et puis on va finalement l'enfermer. Moi je suis d'accord avec ça, mais ce que je voulais dire c'est que juste par rapport à Antonin, c'est que ce que se pose enfin dire d'une manière plus pointue, c'est-à-dire que mine de rien, les cinéastes dont on parle sont plutôt par rapport au cinéma américain des films qui sont visibles et du coup médiatisés par les grands festivals européens. Oui, du coup, des films qui ne vont pas être forcément adressés au grand public. Et du coup, qui ne sont plus le Détroit de Bigelow a eu des critiques américaines assez hallucinantes dans malgré la polémique qui s'est passé avec le New Yorker et compagnie. Mais Bigelow, c'est quelqu'un qui est dans le circuit. Bigelow, c'est quelqu'un qui est produit par les studios. Voilà, c'est pas. Du coup, est-ce qu'elle est au même niveau que les Safdie? Non, pas du tout. Mais après, moi, ce que je voulais juste réagir sur le fait que Jules nous dise que voilà, c'est Hollywood veut les encercler là-dedans. Hollywood n'a rien à faire là-dedans. Et Hollywood n'en a absolument rien à foutre des Safdie. Et c'est peut-être ça le problème en fait, c'est que Hollywood. Je suis pas forcément d'accord. Hollywood, si elle chope un semblant d'argent à faire, elle va se dire là tiens mais en fait c'est juste qu'il n'y a pas d'argent à se faire sur les Safdie. C'est que Hollywood, qu'est-ce qu'elle va chercher? Effectivement, elle va chercher un mec comme Colin Trevorrow qu'elle va aller chercher parce qu'il a fait un film Sundance à la con de sentimental du proto Woody Allen pour le mettre à la tête de Jurassic World ou Jurassic Park parce que ça lui donne une semblant de truc culturel parce que le mec est probablement hyper malléable, qu'il est très content d'avoir accès à ça, alors que les Safdie probablement qui ont une sorte d'espèce de pureté quelque part qui n'accéderont jamais à ça. Mais je pense pas que cette pureté, je pense que ces mecs-là ont une sorte de conscience du territoire culturel qu'ils arpentent et qu'ils ne veulent pas en sortir quelque part, quoi. On en revient à la bataille. Est-ce que c'est une qualité ou un défaut, du coup? Pour moi, c'est un défaut, quelque part. Parce que j'ai l'impression que je vois leurs films comme des trucs hyper poseurs. Good Time, on pourrait voir comme un truc qui est de mecs qui veulent pas vendre leur cul aussi. Ouais, mais en même temps, peut-être que je dirais ça si jamais les films me plaisaient. Mais en fait, le film, quand je le vois, j'ai juste envie de voir une série B américaine, parce que pour moi, ça sera exactement la même chose, que je ne vois pas ce qu'ils disent de nouveau, c'est je ne vois pas leur prise avec leur contemporain, avec le contemporain. Je ne le vois pas. S'il y a eu quand même des films qui essayent de prendre, on va dire, le pouls, ou ce qui peut être rapport à des choses qui nous intéressent sur des questions de forme ou de mise en scène, on peut, donc, tu as cité quand même un film qu'on n'a finalement pas vu parce que on l'a vu tous en télécharge. Voilà, le Billy Lynn d'Ang Lee, celui-là on en a parlé. Il y a eu aussi A Ghost Story de David Lowery qui avait fait les Amants du Texas. Mais c'était un vrai cauchemar. C'est même pas la question, c'est-à-dire que en fait le film cherche. Mais non, il cherche rien. Non, il cherche rien, mais au problème des frères Safdie, c'est dans le même sac des frères Safdie. Un film qu'on avait chroniqué dans l'émission aussi, un film indépendant aussi qui s'appelle The Fits d'Anna Rose Holmer. Ouais, mais là on est encore en dessous. Mais après, par contre, il y a des vrais putains de propositions. On est plus dans le cinéma moyen. C'est-à-dire ce qui m'intéressait un petit peu quand même, c'était vraiment ce cinéma. Quand on a pu parler du cinéma du milieu français, qui a disparu, moi j'ai le sentiment que le cinéma américain du milieu, lui aussi, disparaît. Alors en fait, il disparaît pas. Il est toujours présent. Il est là. Il est en minorité quand même. Non, il est extrêmement présent, et c'est ce qui a donné peut-être l'œuvre la plus sublime de l'année 2017, tout pays confondu, c'est qu'il est à la télévision. Et c'est David Lynch et c'est Twin Peaks. Ouais, non mais
alors, je suis pas d'accord parce que non, c'est non, pas un film. Non, mais ça, enfin, on pourra parler de Twin Peaks plus tard, mais Twin Peaks, évidemment, il est associé à David Lynch, et David Lynch, c'est quelqu'un qui date déjà d'il y a 30 ans, donc soit peut-être que Twin Peaks saison 3 est un chef-d'œuvre ou je sais pas quoi, mais en tout cas, on parle de quand même un peu de nouveaux talents. Qu'est-ce qui est apparu comme nouveau talent? Enfin, qu'est-ce qui pourrait maintenant, même sans parler de nouveaux talents. Non, il y a quand même eu confirmation. Ne fait pas partie du cinéma du milieu parce qu'il s'attarde, enfin, Twin Peaks, en fait, la saison 3 ne parle pas au grand public. Je suis désolé. Alors, à la limite, il y a quelque chose qui, du coup, relie peut-être deux films. Moi, j'en ai pas vu un, mais je pense que vous serez peut-être d'accord. C'est le film de Bayona dont vous avez parlé, avec l'extrait. Et un film, à mon avis, jumeau avec lui, c'est Le Musée des Merveilles de Todd Haynes. Où il y a vraiment ce rapport au conte. Todd Haynes, c'était déjà l'année dernière. Après, le truc, c'est que dans le cinéma américain, il me semble qu'il y a une certaine continuité. Je veux dire, les films de Todd Haynes, je suis d'accord sur les films de James Gray, on arrive à les voir du moins en Europe. The Lost City of Z reste quand même un film merveilleux. Moi, je me souviens, juste pour l'anecdote, j'avais vu Grave de Julie Ducourtiou, et je m'étais dit, putain, c'est pas mal. Et puis la séance d'après, attendez. Et je me suis dit, putain, c'est pas mal. Et puis la séance d'après, en fait, je m'enchaîne les deux films et je vois The Lost City of Z et je fais, oh putain, c'est ça du cinéma, en fait. Et du coup, Grave est redescendu, mais du cinéma, aux catacombes, dans les catacombes. C'est horrible, hein. Nicole, le Grey, c'est pas possible. Nicole, est quand même toujours là, et David Gordon Green va refaire, est en train il a fait Vice Principals, de réinventer Halloween, donc ça reste très intéressant parce que David Gordon, il me semble que c'est un cinéaste assez intéressant dans sa capture des genres, même dans son écriture, même dans apparemment, petite parenthèse, dans son écriture de l'alcool dans Prince Avalanche, c'était magnifique. Mais dans sa notion de comment construire un film par rapport à une scène, par rapport à une BO, enfin, c'est un cinéaste qui est intéressant, donc on va pouvoir le redécouvrir après. Enfin, on va pouvoir continuer avec lui. Il me semble, en termes de nouveautés, c'est compliqué. On est toujours sur de la valeur sûre. Grey, Bigelow, Nicole. C'est des valeurs sûres, comme on le disait Erwan, c'est des valeurs sûres, mais en Europe. Par contre, c'est des valeurs sûres en Europe. Après, non, parce que tu vois, Détroit se fait floquer avec des fausses polémiques à la con aux États-Unis. Juste pour relancer la discussion sur autre chose, qu'on en a pas parlé, c'est deux films qui reviennent aussi dans la presse française, mais quand même, il y a ce qui se passe aussi avec, et c'est super important, ce qui se passe autour de la Blumhouse, c'est-à-dire que des films à la fois comme Split de Shyamalan et Get Out de Jordan Peele, qui se retrouvent quand même dans la presse anglo-saxonne et française, très très haut placés dans des tops de fin d'année. C'est surenchère. Et en même temps, est-ce que Blumhouse, c'est pas mal, hein. Moi, c'est le haut du panier. Quand je vois Split, pour moi, c'est le haut du panier. C'est pas mal, hein. Est-ce que ça, c'est pas ce cinéma-là, finalement? Est-ce qu'il est pas là? Ce que tu cherches. Je pense, mais c'est le haut du panier en termes de qualité, je trouve, mais j'ai pas l'impression que Split, par exemple, ait eu un vrai succès. Suffisamment pour qu'il ait enfin tourné à la suite. En tout cas, je suis d'accord. Mais un vrai succès dans le sens où c'est pour moi, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, ça devrait être. Non mais c'est pas une question de chef-d'œuvre, c'est que ça devrait être. C'est un film moyen. C'est ça le problème, c'est qu'on se retrouve avec des trucs qui sont dans le haut du panier alors que c'est des films moyens. Mais en même temps, juste pour faire une petite aparté vite fait, on peut s'extasier sur le Détroit de Bigelow ou sur le City of Z de James Gray, mais au final, c'est des films qui, comment dire, pour moi, loupent complètement leur sujet et ont exactement le même problème que les plus gros blockbusters qui parlent de trucs plus fantaisistes ou de science-fiction, de trucs comme ça. C'est-à-dire que pour moi, ça loupe complètement son sujet. Ça parle pas de son sujet, quoi. Pour moi, Détroit, je suis désolé, hein, mais c'est attaque un sujet pour finalement strictement rien en dire et vriller sur un truc comme tu dis, une espèce d'expérience viscérale qui pour moi à la limite pourquoi pas, quoi. Enfin je veux dire, j'attends pas forcément une thèse sur la question raciale genre à Détroit dans les années 60, quoi, mais aux États-Unis aux années 60, quoi, mais vire dans un truc comme tu disais viscéral mais qui pour moi tourne à vide et répétitif et ne mène nulle part, quoi. C'était un peu le même problème pour moi de Zero Dark qui sorti de ces phases d'action qui étaient super bien troussées, quoi, avait strictement mais rien à dire sur sur le sujet d'une manière sociopolitique, quoi. Et par rapport à au cinéma américain des années 60 ou 70, on est dans des films qui pour moi sont vraiment ultra mineurs, quoi. Après c'est sûr que quand moi je vois tous les films que j'ai vus cette année, bah ouais, je suis obligé de mettre Lost City of Z et Détroit pratique. Si je devais faire un top 10, je le
mettrais dans mon top 10, quoi. Alors que j'ai pas du tout aimé les films, quoi. Pourquoi moi Détroit, je considère que c'est un des films les plus importants, américains les plus importants, par exemple des dernières années, voire limite depuis le Zero Dark sorti de la même Catherine Bigelow. Ça, c'était il y a 4 ans. Ouais. C'était il y a 4 ans, mais parce qu'en fait c'est une réalisatrice qui arrive à confondre son contexte, son analyse sociopolitique du sujet qu'elle veut traiter et de la forme. Elle arrive à mixer les trois en fait. Et pour moi, je trouve ça sidérant. Et en fait, pourquoi après on est en train de parler de Split de Shyamalan, par exemple Split, tu parlais par exemple du cinéma des années 70. À chaque fois, ce sont les grands films des années 70 sont des films qui parlent de leur époque. Par exemple, Split ne parle de rien de son époque. Il parle d'un genre et d'un concept sur la schizophrénie à 27 personnes, no spoil, d'un pélo. 23, et voilà. sauf que justement, moi je 23. Et du coup, ça ne raconte strictement rien. Mais moi je considère qu'il raconte le monde dans lequel on vit. Ça c'est ton point de vue. Moi je considère par exemple que Split raconte beaucoup plus de choses sur son époque que Détroit. Split, justement, ce côté, on est complètement dispersé. Pour moi, ça parle vraiment pour le coup. Pour moi, c'est un exercice de style et de petits malins d'écriture. Alors que Détroit, qu'est-ce que ça raconte sur son époque? Etienne, juste aussi parce qu'on l'a pas dit, par rapport au talent et à ce qui se passe à Hollywood cette fois, il y a quand même eu aussi un film pour le coup du milieu, mais véritablement hollywoodien, on l'a juste cité et qui a eu un vrai succès mondial avec un cinéaste extrêmement jeune, c'est comme Damien Chazelle avec La La Land. Oui, mais c'est pas rien. Ça c'est une catastrophe. C'est pas la question. Mais c'est un succès populaire, d'accord, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé en début d'année. Ça a été non, il y a aucune ambition formelle. Ah, mais si, il y a une ambition formelle, probablement. Mais en fait, le truc, c'est que. Parce que tu fais un pastiche, que c'était ambitieux. En fait, il ne raconte rien sur son époque, La Land. Enfin, absolument rien. Il raconte rien sur rien. Il raconte un truc par rapport au genre. Il raconte quelque chose par rapport au cinéma. Il raconte un rapport que les gens peuvent avoir au cinéma. Ah, évidemment, c'est très important par rapport à une époque postmoderne de raconter le rapport qu'ont les gens au cinéma. Mais c'est là où le film, à mon avis, est plus intéressant. C'est de ça dont il parle. C'est que le rapport au jazz qu'il a, qui est très compliqué. Whiplash était déjà qui est pas compliqué. Compliqué dans le sens de réactionnaire en fait. Peut-être. Voilà. Mais c'est lié à la nostalgie du cinéma. Chazelle, en fait, il raconte. Il raconte ce qu'il avait fait dans Whiplash. En fait, Chazelle, il a un motif, c'est la douleur en fait, et il le complètement, raconte. Et après, le truc, c'est que le côté genre sur la comédie musicale et compagnie, à mon avis, c'est secondaire. Ce qu'il veut parler, la seule chose dont il veut parler, c'est la douleur. Et le côté un peu la douleur non plus. Gosling, je le topoque. La douleur, je pense que c'est vraiment un prétexte européen pour avoir une vision d'auteur, et que Chazelle, il a absolument pas de vision d'auteur. Il a une vision un peu opportuniste, mais sans l'avouer, de pouvoir sentir un peu l'air du temps. Et il se dit ah bah tiens, le jazz, il y a toujours un truc qui va marcher. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un côté puant qui a été diffusé complètement naturellement à travers son film. Mais en tout cas, j'ai pas du tout l'impression, en voyant La La Land et Whiplash, d'avoir une vision d'auteur. Après, je pense que Damien Chazelle, ce qu'il essaye peut-être de faire par rapport à la situation et la place qu'il a dans le cinéma hollywoodien maintenant, c'est un peu, mais ça va vous faire hurler, mais je pense qu'il a vraiment conscience, par rapport à ce qu'il peut faire, de se retrouver finalement comme un Scorsese avec New York. C'est-à-dire que l'idée, c'est que... Ça va, c'est New York. Pourquoi lui, à son âge, de se retrouver là, et en même temps d'avoir en tête le cinéma classique américain, la comédie musicale, Minnelli et compagnie, et en même temps de pouvoir être dans une position à la année 70, fin 60, début... Mais oui. Il va falloir qu'on arrête l'émission. Qui veut dire le mot Antonin, tu dis le mot de la fin. Non, mais c'est juste dramatique, parce que déjà pour Scorsese, c'était dramatique de faire New York, alors qu'on était dans les années fin 70. Alors pour Damien Chazelle, qui est en 2017, c'est juste dramatique d'en arriver là. Enfin, s'il avait fait quelque chose de ça, pourquoi pas? Mais c'est juste dramatique. Ça dit beaucoup de choses sur l'état du cinéma. Le cinéma américain est mort. On va devoir
arrêter cette deuxième partie de notre émission. On va se retrouver pour une troisième émission encore où on parlera des cinémas du reste du monde. Merci à vous tous, le cinéma est mort, en attendant Godard, Jules et Melvin d'avoir participé à cette émission. Vous pouvez bien évidemment retrouver la première émission de cette saga sur le site de Canal B. On va se quitter avec un extrait du documentaire Jim and Andy dont on a déjà parlé dans cette émission. On se retrouve très bientôt. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Ciao. All we really yearn for is our own absence. After all, you know, we yearn for what happens at death. Oh, I don't have to worry about that anymore. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. I truly feel like if you ask me where I live right now, where the real me is, I would say that there's a quiet, gentle seat in the universe that seems to contain everything, and that's where I am. I don't want anything. That's the craziest thing, and it's the weirdest thing to say in a place like America, where I have no ambition. I really, truly don't. Very good. I'm doing fine, Andy. Where do you think that'll take you? Nowhere. I don't have to go anywhere. That's fascinating to me now. The disappearing. You opened my eyes to so many things I never believed I'd ever see. Because the younger you starting out and trying to make it definitely had a different thing. So where did that transition take place? Somewhere in the middle of absolute confusion, absolute disappointment, absolute the fruition of all of my dreams, standing there with everything anybody else had ever dreamed about having and being unhappy.